que tu es, que je vais l'apprendre sans doute, beaucoup de difficultés qui apparaissaient à première lecture insurmontables se dissipent comme neige au soleil. Voilà, hein, pardon, hein, c'est des formations de pédago, je suis désolé, mais ça peut servir. Alors, premièrement, je présume que dès les premières lignes de ce que Jean-Paul nous a lu, on mesure, on comprend les raisons pour lesquelles je me suis permis de proposer en priorité ce texte pour initier la série de nos entretiens. Pourquoi? Parce que, alors là, je vais être très analytique, hein, je reviens au tout début. Le résultat général auquel j'arrivais, moi, Marx, hein, arrivait sans S, auquel je suis arrivé là tout d'un coup, et qui, une fois acquis, servi de fil conducteur à mes études, peut brièvement se formuler ainsi. J'arrête là. C'est exceptionnel que Marx résume sa pensée. Ça, il le tient de son illustre prédécesseur Hegel, le philosophe Hegel, contemporain, lui, de Napoléon, hein, et de la Révolution française surtout. Hegel disait toujours que ça ne sert à rien de demander à un philosophe quel est son principe fondamental, la phrase qui résume tout, parce que l'essentiel est dans le détail et dans le développement, dit Hegel, justement, dans le concret. Voilà. Hein. Et il donne un exemple saisissant que Marx a médité pendant longtemps, c'est que le même énoncé, la vie est difficile, par exemple, dit par un gamin de 6 ans qui le répète parce qu'il a entendu ses parents le dire, et un vieillard qui a fait 2 guerres mondiales et qui revient par miracle survivant de Verdun ou d'ailleurs, n'est-ce pas, ça n'a pas le même sens, c'est le même énoncé, la vie est difficile. Mais on voit bien ce que c'est que le concret, là, tout d'un coup. Donc, ce résultat général est donc abstrait. C'est très rare que Marx résume sa pensée à ce point-là, au point que je dis que ce texte, c'est celui où il y a le plus de Marx dans le minimum de lignes. Donc, je me permets de le refiler comme un outil irremplaçable lorsqu'il y a des discussions, des échanges dans l'ordre théorique, où on dit souvent idéologique, vous verrez, et vous verrez dans ce texte d'ailleurs pourquoi j'essaye d'éviter ce mot, je préfère ici théorique ou bien philosophique même simplement, théorique au sens où Lénine disait sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire, tout simplement. Hein. Donc, je répète, ce texte, c'est là où il y a j'allais dire le max de Marx, hein, le maximum de Marx dans le minimum de lignes, on va donc en profiter. Deuxièmement, son contexte, très rapidement, je n'ai pas envie de perdre du temps avec ce qui est extérieur au texte. Il est de 1859, c'est-à-dire au moment, et il sert de préface, pardon, à, attention au titre, contribution à la critique de l'économie politique. Faisons bien attention aux mots. Pourquoi j'insiste sur ce titre? Parce que c'est le titre initial que Marx voulait donner à ce qui s'appelle maintenant le Capital. Donc, ce n'est pas un mince détail. Autrement dit, oublions les considérations d'Althusser, le jeune Marx, la coupure, il n'est pas encore lui. Là, c'est du Marx vraiment calé définitivement. Du point de vue des fondements, sa pensée n'évoluera pas outre mesure jusqu'à sa mort. Bien sûr, c'est un chercheur infatigable. Vous savez il était en train d'écrire Le Capital et il met en titre les classes sociales pour entamer son nouveau chapitre. Et là, il casse sa pipe. Marx n'a jamais cessé d'être un chercheur et de continuer à progresser. Hein. Il est mort à la tâche, si je puis dire. Hein. Voilà. Alors, vous me direz que c'est bien dommage qu'on n'ait pas le développement théorique de ce que c'est qu'une classe sociale de la main même de Marx quand on voit le rôle que ça joue chez lui. Bon, alors, donc, le contexte, c'est que ça sert de préface à un ouvrage qui est le premier jet du Capital, en gros, la contribution à la critique de l'économie politique, et qui est du Marx définitif. Pas question de dire, ouais, là, tu as choisi un texte qui est de sa jeunesse, mais après, il a changé. Non, non, on est vraiment dans le fondamental. Voilà pour ce qui est de la contextualisation dans la chronologie de l'œuvre de Marx de ce texte. Maintenant, je rentre dedans. Et je voudrais, en toute simplicité, hein, en toute humilité, essayer de faire comprendre ce que c'est qu'une lecture, là, de ce genre de texte. Hein, je m'entends, on n'a pas besoin de moi. Je suis sûr qu'il y en a qui lisent mieux que moi certains autres textes. Mais ici, dans cette veine-là,
je commence par ce qui suit immédiatement, peut brièvement se formuler ainsi, et là commence vraiment le texte. Dans la production sociale de leur existence, je vais jusqu'à la fin de la phrase, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. Je reprends le début de la phrase. Dans la production sociale de leur existence, et puis on passe vite à la suite. Il ne faut pas. Parce que qu'est-ce qu'on apprend là? C'est pour ça que c'est ce genre de lecture auquel je voudrais qu'on s'habitue. C'est que l'existence de l'homme, et c'est la différence de l'homme avec tous les autres animaux, l'existence de l'homme, elle n'est pas donnée ni par la nature ni par Dieu. Elle est produite dans la production sociale de leur existence. Les hommes ne produisent pas seulement des machines ou je ne sais pas quoi, ils produisent leur existence. L'anthropologie, c'est un résultat de l'histoire. Autrement dit, pendant des millénaires en métaphysique, on a discuté d'un point de vue d'un matérialiste non scientifique, d'un matérialisme mécaniste. Hein, c'est la nature qui fait l'homme. Et on y revient beaucoup avec le néopositivisme écologisant que la bourgeoisie récupère. Vous savez, les sciences cognitives, des choses comme ça. Hein. Bon. Ou Sarkozy, hein, qui disait, oui, les adolescents criminels, il faut voir si ce n'est pas dans leur gène, hein, parce que tout ça n'est pas clair. C'est grave ce que je suis en train de dire. Hein. Donc, ce n'est pas la nature qui fait l'homme, disait Marx. Ce n'est pas Dieu qui fait l'homme. Alors, thèse, c'est la nature qui fait l'homme. Apparemment, matérialisme, un matérialisme naturaliste, et non pas historique et dialectique. Deuxièmement, antithèse, non, ce n'est pas la nature, c'est Dieu qui fait l'homme. Enfin, c'est la surnature, si vous préférez, pour être très clair. Peu importe de quel genre de religion ici. C'est ni l'un ni l'autre, dit Marx, parce que ce qu'il y a de commun aux deux, malgré le fait qu'ils semblent s'opposer et se combattre à mort, c'est que dans les deux cas, l'homme est soumis à un ordre extérieur à lui, à un déjà là qui est déjà tout près. Donc, c'est pour ça que je m'attarde sur le fait que non, l'homme, il produit son existence et il continue à le faire au moment où je parle. Regardez sous nos pieds. Là, moi, je suis à Paris, il y en a qui sont à Albi. Je présume que Laurent est en région parisienne, je ne sais pas, mais oui. Sous nos pieds, on entend le brombissement des fois du métro, du RER, les canalisations, l'électricité, l'eau, tout ce travail incessant qui produit notre existence au quotidien, notre existence de ce que nous sommes concrètement, pas notre existence comme animal. Ça fait 10 000 ans. Néandertal, il savait très bien chasser et se nourrir. Hein. Si c'est ça, on pouvait s'arrêter là. Donc voilà. Je ne vais pas être toujours aussi long pour chaque détail, mais je vous montre à quel point il ne faut pas trop glisser sur un texte aussi dense. Voilà ce que je suis en train de montrer. Il est clair, il est simple, il ne multiplie pas les mots techniques, mais ce n'est pas pour ça qu'il est si facile. Vous voyez, il est extrêmement dense. Donc, dans la production sociale de l'existence, deuxième mot sur lequel je m'attarde, ce n'est pas n'importe quelle production, celle de l'homme. Parce que si je m'amuse sur une écorce d'un arbre, mettre Dominique aime Josette avec un cœur transpercé, je peux y passer la journée. Je ne produis pas une valeur parce que ça n'a d'intérêt que pour moi. Je ne peux pas l'échanger au marché, ça. Donc, il faut que ce soit une production sociale pour qu'elle soit anthropologique. Il faut que ce soit une production qui produit ces objets qui peuvent servir à un autre que moi et à mes semblables. Donc, vous voyez, comme chaque mot… Je t'arrête, je sais que… Ah ben, volontiers, volontiers. Je t'arrête dans ton élan. Cela signifierait donc, si j'ai bien compris, que l'humanité ne peut exister que parce qu'elle produit, que parce que, en fait, elle n'a pu sans doute survivre d'ailleurs en tant qu'espèce que parce qu'elle a produit, parce qu'elle a travaillé. C'est cela? Parce qu'elle a eu des rapports sociaux. Sinon, elle ne s'en sortait pas, quoi, grosso modo. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Parce que mes connaissances ne sont pas suffisantes. On doit le dire, et on doit plus que jamais le dire à l'heure où un naturalisme… Vous allez croire que je suis un anti-écolo forcené. Non, je suis un anti-écologisme, pas un anti-écologie. Je vous rassure, je ne me couche pas sous les bagnoles en respirant avec délice leur gaz d'échappement. Et personne ne fait ça. C'est du baratin, ça. Ces valeurs-là qui sont partagées par tout le monde, et bien, ça cache quelque chose. N'est-ce pas? J'ai assez vécu dans les pays en voie de développement. J'ai passé les 2 tiers de ma vie en Afrique subsaharienne.
hein, parce qu'en bon Corse, je suis né dans le monde colonial, hein, n'est-ce pas? C'est c'est très corse comme on sait, n'est-ce pas? Je suis né au Vietnam, hein, pour ne rien vous cacher, jusqu'à ce que ces salopards de communistes m'en chassent. Et camarades. Non, j'étais gamin. Et donc, après, mais mon père s'est reconverti en Afrique. Donc, j'ai eu une expérience, n'est-ce pas, d'un monde où mes élèves en terminale à Abidjan me disaient: Monsieur, si vous avez trop de pollution en France, vous avez qu'à nous en donner un petit peu parce que nous, on crève de ne pas avoir d'industrie. Ça vous fait réfléchir des choses comme ça. Surtout quand on voit le travail de casse de l'industrie qui s'est fait en France, enfin, en Occident en général, mais spécialement en France dans les dernières années. Bon, donc, dans l'intervention est très importante. Oui, ça paraît incroyable. Oui, l'existence de l'homme est produite. C'est pas antimatérialiste ce que j'ai dit, au contraire. Je vois pas pourquoi un marteau serait moins matériel qu'une plante, bon sang. Si je monte au 4e étage et que je lâche un pot de fleurs, en vérifiant qu'il n'y a personne sur le trottoir quand même, et parallèlement, je lâche aussi un, un bouquet de fleurs en plastique artificiel, les deux tombent à la même vitesse, hein. Enfin, je veux dire, tombent selon la même loi de la chute des corps. Donc, cette loi n'est pas une loi de la nature, n'en déplaise aux écolos, mais de la matière qui tantôt est naturelle, tantôt artificielle. On ne peut pas être plus clair. Il se trouve que l'homme commence à apparaître lorsque la nature commence à disparaître. Alors, attention, je n'ai pas dit notre décor et notre environnement. Je parle de la nature, pas de l'environnement. Moi, je suis un défenseur de l'environnement. D'accord? Mais quand, dans votre environnement, regardez autour de vous, il n'y a pas que de la nature. Hein, je viens de montrer qu'à l'électricité, il y a eu courant, le Tarn, il est canalisé, parce que ça faisait des inondations catastrophiques il n'y a pas si longtemps, tout ça, hein, historiquement. Et je suis pour protéger l'environnement, et dans l'environnement, il n'y a pas que de la nature. C'est peut-être parce que j'ai longtemps vécu dans des pays, n'est-ce pas, où la principale cause de mortalité reste le paludisme, n'est-ce pas, lequel est inoculé par un moustique que je vous garantis bio, hein, je veux dire, qui ne doit rien ni à l'industrie ni à l'homme, malheureusement. Voilà. Donc, oui, l'homme apparaît quand nos premiers ancêtres commencent à éclater des galets. Voilà ce que je veux dire, c'est-à-dire, et vous le savez, puisque la langue le dit, on oppose le naturel à l'artificiel. Dès l'instant que vous avez produit un objet avec une forme qui est dans la tête de l'homme, je veux dire, on n'est plus dans l'ordre naturel. Et c'est ce qui fait dire à Marx dans un passage célèbre, ce qui distingue, ça c'est pour répondre à ton intervention, Jean-Paul, ce qui distingue au premier abord l'architecte le plus maladroit de l'abeille la plus habile, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête avant de la produire dans l'extérieur. L'architecte ne se contente pas de dérouler un programme instinctif, il a une vision. Et c'est ce qui fait que, je finirai là-dessus, je ne veux pas trop prendre la parole, c'est ce qui fait que aux naturalistes au pluriel qui disent oui, mais l'animal aussi, il prend des outils. Regardez, il est courant de voir un singe prendre un caillou pour casser une noix, bien sûr, et même des oiseaux de mer prennent un coquillage, montent à 20 mètres en l'air pour le laisser tomber et manger ce qu'il y a dedans, mais bien sûr. Mais ça, ce n'est pas des outils, ça, c'est trouvé tel quel. Ce sont des instruments, et la distinction a été faite par notre camarade Tran Duc Thao, grand communiste vietnamien qui est mort malheureusement, hein, et qui a fait un superbe essai sur l'origine de la conscience et du langage. Oui. Voilà. Or, ce qui caractérise l'outil humain par rapport à l'instrument qui est trouvé par le singe là sous la main, c'est que l'instrument, il a une forme typique. On peut trouver tout au long des rivages de la Méditerranée et de l'Atlantique ce qu'on appelle la culture des haches tombales, où il y a toujours le même manche, les mêmes lames en pierre à l'époque, bien sûr. Et voilà. Et donc, pour qu'il y ait une forme typique, ça veut dire qu'il y a une culture, qu'on se rappelle que c'est ça qu'il faut produire, quelque chose qui ressemble à ce modèle. Donc, Marx a raison de dire ce qui distingue tout de suite l'architecte le plus malhabile de l'abeille la plus experte, je change un peu la traduction à chaque fois, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête avant de la produire dans la réalité. Voilà. Donc, Laurent, Véronique, est-ce que vous avez des remarques ou des réflexions sur ce que dit Dominique? Eh ben moi, justement, oui, je m'étais arrêtée à production sociale, enfin pas arrêtée, mais ça me, je me ça suis t'a interpellé? cassé la tête, oui, pour me demander ce que c'était production sociale, parce que Ben, voilà. est-ce que ça a été clair, ma Ah réponse, oui, quand je c'est dis très très ça, intéressant, bon, oui. ça consiste à produire quelque chose qui a un intérêt pour un autre que moi. Voilà, je ne peux pas dire mieux, hein. Et donc, D'accord. on peut échanger, et donc, qui crée
et qui fait un triangle. Parce que tant que je suis seul avec l'objet, c'est binaire. Mais quand il y a moi, l'objet et l'autre avec qui je l'échange, là, on est trois. Voilà. Et là, on est dans le monde humain. D'accord, d'accord, c'est clair bien. Moi, ça me Et alors, renvoie ça me renvoie à un des stages que j'avais fait, probablement l'un des derniers stages de formation que j'avais fait avec la JC il y a des années et des années, où justement le camarade qui avait commencé par nous expliquer l'économie était parti de la question de l'outil et de ce que ça voulait dire. C'était très intéressant, j'ai eu l'occasion de le ressortir plusieurs fois d'ailleurs. Donc, pardon, je me permets une incidente qui n'a aucun rapport avec notre propos de ce soir, mais pardon, c'est mon côté musicien. Enfin, tu as une voix de basse magnifique, Laurent. Je veux dire, je ne sais pas si tu fais du chant. Pourtant, non, pas du tout. il faut y mettre, Laurent. Voilà, non, je referme la parenthèse. Dominique, oui. juste une petite observation. Dans ces rapports, alors dans ces rapports sociaux, en fait, hein, l'humanité ne peut exister qu'à travers des rapports sociaux. Mais ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que si, par exemple, chez l'abeille, la transmission se fait de génération en génération par la biologie, bravo. Chez nous, elle se fait bien sûr pour une part pour notre corps, elle se fait par la biologie, mais la transmission des savoirs, la transmission de ce que tu expliquais, l'architecte, il ne peut pas l'inventer, ce truc, ce n'est pas dans la biologie qu'il va le transmettre. Eh ben voilà, il va falloir une transmission éminemment sociale, c'est-à-dire une transmission par l'éducation, par le travail. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ben, je pense que on est en train ensemble, là, tous les quatre, de faire un grand travail politique, parce qu'on est en train de faire un contre-feu à l'idéologie dominante la plus actuelle. Vous la connaissez bien, on entend tout 1000 fois par jour à la télévision ou dans tous les médias, où on diabolise l'homme et on divinise la nature. Voilà pourquoi j'en rajoute, pour combattre ça, n'est-ce pas ? C'est très important ce qu'on est en train de voir. Et là-dessus, il y a toutes les thèses qui sont liées à la méritocratie. Voilà, et à l'anti-humanisme, hein, que l'homme est la pire des espèces, qui a salopé notre planète, vous savez. Aux théories de la neurobiologie, etc., qui expliqueraient grosso modo que, enfin, on évacue tout ce qui est justement les rapports sociaux. Voilà, je vais te répondre hein, très précisément, mais je critique le discours actuel qui consiste à dire, écoutez, monsieur Brun, vous nous emmerdez, vos problèmes de fin de mois, ce qui compte, c'est la fin du monde et de la planète. Hein, vous avez vu, on l'a vu, la Greta se balader dans le monde entier, n'est-ce pas? Se taper un bateau qui coûte 2 milliards en matériaux composites et payer 8 billets d'avion au mec qui est de l'équipage pour qu'il revienne. Ça, on n'a pas trop fait de pub, n'est-ce pas, de New York, voilà. Oui, Laurent, je t'écoute. Oui, sachant que ça n'a jamais de limite, parce que dans un premier temps, c'est la voiture qui pollue, on prend le train, puis le train, c'est l'électricité, puis l'électricité, etc., etc. Et à la fin, on se rend compte que finalement, il ne faut pas d'activité humaine du tout pour être écologique. Voilà, les travailleurs, ils comprennent beaucoup plus vite ce que les philosophes mettent beaucoup de temps à comprendre, hein, des fois. Alors, puisque tu en es là, Laurent, je précise et je réponds à vos deux interventions en même temps, parce que c'est important qu'on s'y attarde. Hein. Je vais jusqu'à dire que le progrès technique ici, ce que Marx appelle dans le texte qu'on est en train de travailler, le progrès dans les forces productives, ce qu'il appelle les forces productives matérielles de la société, qu'il distingue bien des rapports de production qui, eux, sont politiques, mais on va y venir après. Pour l'instant, je reste au matériel. La charrue, le tracteur, les forces productives. Et d'abord, les mains, les pieds, n'est-ce pas? N'oublions pas que l'esclave a été la principale force productive pendant des millénaires de l'Antiquité, hein, la traction animale ou esclavagiste. Hein. Bon, donc, le progrès, je dis, et ça ferait hurler les écolos, je dis les écolos pour distinguer de la vraie écologie, hein, l'écologie politique, le progrès a toujours été écologique. Et je reprends ce que vient de dire Laurent. Si on en était resté au charbon de bois à l'origine, hein, dans nos régions, hein, je ne parle pas du Sahel où il n'y a pas d'arbres, mais si on était resté au charbon de bois, il n'y aurait plus un arbre avec la production énergétique d'aujourd'hui. Heureusement qu'on est passé, grâce au progrès du charbon de bois, au charbon tout court. Et heureusement qu'on n'en est pas resté là et qu'on est passé du charbon au pétrole. Parce qu'il faut 7 fois moins de pétrole, si j'en crois mes amis scientifiques, enfin ingénieurs plutôt,
pour produire la même quantité d'énergie que le charbon. Mais il en faut 7 fois moins, ça fait moins de dégâts à la nature. Et quand on passe du pétrole au gaz, on fait encore un progrès. Et quand on arrive à une petite boule d'uranium enrichi comme ça, qui donne de l'électricité à tout Paris et qui pourrait tenir dans un cendrier, je veux dire, ça fait quand même beaucoup moins de dégâts, puis ça ne fait pas d'émissions de carbone. Et en plus, je pense à, à, à ceux qui sont en train de travailler dans le sud de la France sur le plus grand chantier scientifique du monde, le chantier ITER, n'est-ce pas? Où alors là, on va pouvoir produire de l'énergie à partir de matériaux qui n'est même pas radioactifs comme l'uranium, où il n'y aura même pas de problème de déchets, il s'agit d'hydrogène, il n'y a que ça dans l'univers. Hein. Le sable, c'est 80% de l'hydrogène dans l'univers. Ça ne risque pas de manquer, d'être en pénurie, parce que ça aussi, on nous fait croire qu'on est arrivé à des limites. N'est-ce pas? Que l'homme a tellement exploité qu'on est arrivé à des limites. Mais nos ancêtres connaissaient ça. Quand ils avaient terminé les coquillages sur un étang, ils allaient un peu plus loin. C'est pas nouveau. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant en philo, on travaillait un texte d'un épistémologue, d'un spécialiste des sciences et de la période de Galilée, dont le titre magnifique était Du monde clos, celui de Ptolémée, d'Aristote, là, quand la Terre était au centre, du monde clos à l'univers infini. C'était ça quand même la conscience moderne. Et voilà, maintenant qu'on nous dit non, non, ce monde, il est fini. Il est limité, vous voyez. Donc, vous exagérez avec vos revendications matérielles, vos hausses de salaire et vos retraites somptuaires, n'est-ce pas? Je vous parle d'une maison de retraite et d'un 18 mètres carrés sans douche. Hein, je veux dire, quand je parle de retraite, je ne me plains pas, je suis très bien, ce n'est pas la question. Mais enfin, voilà. Donc, j'ai l'air d'être un petit peu emporté contre ce discours dominant, mais c'est un des verrous qui fait que le capitalisme est encore là. C'est un des verrous. Hein. Ce sont idéologiques, je parle, hein. Un des verrous sociétaux, hein, l'écologisme, c'est-à-dire celui qui consiste à diaboliser l'homme et à diviniser la nature. D'accord. Moi, je m'en fous de la planète. La planète, elle sera encore là quand on sera tous morts. Dans 10 milliards d'années, elle est là, la planète. Vous ne pouvez pas tuer un caillou, il n'est pas en danger, un caillou. Vous ne pouvez pas le tuer, il n'est pas vivant. D'accord. Ce qui compte, c'est l'humanité, ce n'est pas la planète. Alors bien sûr, il faut préserver dans la planète toutes les conditions qui permettent à l'humanité de s'épanouir. Et puisque, Jean-Paul, tu as dit arrêtons ces considérations sur la bonne bouffe dans le sud-ouest et entamons l'essentiel de notre sujet ce soir, non, je reste à la bonne bouffe. Car aussi, non, mais pas seulement dans mon comportement, ça heureusement. Non, mais au niveau politique, parce que quelqu'un comme Saint-Just, un immense révolutionnaire, a osé dire cette phrase à la fin du XVIIIe siècle, en pleine période révolutionnaire. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Et la France que nous aimons, c'est celle-là. C'est celle qui fait dire aux Allemands Glücklich wie Gott in Frankreich. Heureux comme Dieu en France. C'est extraordinaire comme expression. Ça explique beaucoup de choses dans les rapports franco-allemands. Ils ne disent pas heureux comme Dieu au paradis, ils disent heureux comme Dieu en France. Et j'ai un camarade à Strasbourg qui me dit il faut les voir tous les week-ends quand ils viennent rafler 230 espèces de fromage hein, pour les ramener de l'autre côté du Rhin. Ils ont raison, hein, moi je suis ravi pour eux. Voilà. Donc, le bonheur, pourquoi je m'attarde? Parce que nous sommes dirigés depuis Waterloo, enfin depuis Thermidor, hein, on peut bouger le curseur, hein, depuis par un monde anglo-saxon. Je ne suis pas raciste, j'ai rien contre les anglo-saxons. Par contre, il ne faut pas oublier que leur culture protestante est puritaine et que le bonheur pour eux n'est pas une valeur première. C'est très important. Nous sommes gouvernés par une dominante, hein, je n'ai pas dit que heureusement qu'il y a autre chose, hein, mais il y a une dominante anglo-saxonne, même si la Chine fait pas mal pour challenger depuis quelque temps. Mais voilà, hein, on a été contemporains de la guerre froide. Donc c'est important cette histoire de bonheur, de rapport au monde, n'est-ce pas? Parce que souvent l'écologisme est un nouveau puritanisme. Tu consommes trop. Enfin, comme j'ai trop passé toute la première partie de ma vie dans des pays où les femmes font 10 km le matin pour aller chercher de l'eau. C'était au Sahel, hein, entre Mali, Niger, Tchad. Puis après 10 km pour aller chercher du bois pour chauffer l'eau dans un pays où il n'y a ni eau ni arbre. Et ils tombent de temps en temps sur un coopérant qui gagne 3 plaques par mois qui leur dit c'est pas bien que vous ramassiez du bois. Vous voyez, c'est pour ça que je m'emporte un peu. Là, on est dans des vrais problèmes, dans des luttes de classe très contemporaines. N'est-ce pas? Voilà. Hein.
je vous rends la parole, hein, je ne veux pas la monopoliser, mais Juste une information à propos de ITER et de la future exploitation de l'hydrogène. J'ai mis sur mon Facebook un document qui est intéressant, qui a été produit par Air Liquide. d'accord. Air Liquide est très intéressé, bien sûr, par la production d'hydrogène et l'installation de stations d'hydrogène sur le territoire. Air Liquide qui est en ébullition à Vitry, si je ne me trompe pas en ce moment. Je sais pas, ça m'intéresse. Il y a des luttes, Oui, non? oui, il y a de grosses luttes à Vitry. D'accord, Il y a la d'accord. grosse usine, la plus Alors, grosse usine voilà, d'Air et Liquide. Air Liquide, bien sûr, dit qu'elle va investir dans les nouvelles technologies concernant l'exploitation de l'hydrogène. Mais bien sûr, elle fait appel au pouvoir public, aux États, pour financer. Oui. Quoi. Oui, Hein, à donc, nos il faut être impôts, vigilant là-dessus. Hein, parce que, à nos impôts. mais oui, c'est ça, bien sûr, c'est à nous. Ah oui. À nous, et on prendra pas grand-chose sur le capital. Alors bon, Ben là, il y a voilà. aussi un enjeu, si j'ai bien compris, un enjeu international, puisque la Chine s'est aussi lancée dans cette bataille. Et voilà, donc c'est à suivre, hein, parce que c'est quand même, Ah, mais tu as parfaitement raison. ce que j'ai compris, Je rappelle c'est quand même même une qu'il y avait énergie. déjà eu une bataille pour savoir où ITER allait s'installer. Et les Américains poussaient au fait que ce soit au Japon Oui. et surtout pas en France. Parce qu'en France, il y a des Oui. emmerdeurs, il y a la CGT, il y a une opinion publique, il y a une tradition sociale, voilà, il y a des amortisseurs, comme on dit pudiquement dans les milieux d'affaires, n'est-ce pas? Voilà. Je rappelle, oui, non, mais tu as raison de rappeler le dossier ITER. Oui, oui, Air Liquide fait face à un mouvement social assez important à Vitry-sur-Seine. Voilà. D'accord, très bien. Et sachant que l'hydrogène est aussi un exemple de contradiction des écologistes, parce que par exemple, l'une des problématiques de l'hydrogène, c'est le stockage. Alors justement, c'est grâce à la technologie qu'on arrive à compresser les gaz et à faire en sorte, j'en discutais avec un délégué de chez eux, d'avoir 70 mètres cubes dans un mètre cube de stockage maintenant. C'est grâce à quoi? Je n'ai pas entendu. C'est grâce à quoi? Ben, c'est grâce à la technologie, au progrès. Ah oui, à la compression des gaz. Bien sûr. Tout à fait. On arrive à créer des bien contenants sûr. qui arrivent à subir des pressions pareilles pour stocker 70 mètres cubes de gaz dans un mètre cube de contenant. Quoi. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui rend possible le développement de cette technologie. Donc, le paradoxe, c'est qu'effectivement, c'est le progrès qui crée la possibilité. Enfin, c'est pas un paradoxe. Voilà, je suis content de voir. J'avais peur que ça paraisse scandaleux dans l'idéologie ambiante, que je dise que le vrai progrès est toujours écologique, c'est-à-dire qu'il arrive à produire plus avec moins de dégâts. En gros, c'est ça. Hein. Bon, alors on continue le texte si vous voulez bien, mais vous avez vu sa densité, donc je ne vais pas faire du linéaire là pour l'instant. Je vais montrer quelques articulations. Donc je vais faire apparaître des structures qui demanderaient beaucoup de lecture si on ne les voyait pas tout de suite. Si on prend toute la première partie du texte, toute celle qui va du début, hein, sur laquelle on est en train de se débattre, jusqu'à non inclus, le passage où il va la ligne, il dit à un certain stade de leur développement, les forces productives, matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Si je prends la première partie qui va jusque-là non inclus, je suis dans un certain marxisme. Le plus connu, le marxisme scolaire, je ne dis pas ça péjorativement, hein, loin de là. Mais disons, ce n'est qu'une première étape, un marxisme qui est encore abstrait, qui est encore un peu faux par rapport au réel, je m'explique. Regardez le vocabulaire. Et donc, je détaille maintenant cette première partie. Les hommes entrent. Vous voyez mon surlignement là? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Vous voyez le surlignement? D'accord, c'est ça, hein, c'est cette partie-là. Exactement, c'est parfait, c'est parfait. Eh bien, vous voyez, dès la 4e ligne, pratiquement, hein, les hommes entrent en des rapports déterminés, je vais revenir sur déterminés, qui est un gros enjeu politique, hein, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. Je continue. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société. La base concrète, là j'insiste, je réfléchis sur le mot base, c'est mon réflexe de philosophe qui voit des métaphores, n'est-ce pas? La base, c'est une métaphore spatiale, c'est ce qui est en bas. D'accord?
En bas, il y a les infrastructures. C'est de la géométrie. Eh ben voilà, en bas, il y a les infrastructures. Géométrie, la base. Hein, infra, ça veut dire en dessous en grec. Hein, pas besoin de parler grec. Hein. En bas, c'est les infrastructures et en haut, c'est les superstructures. C'est le marxisme scolaire. C'est un bâtiment qui ne bouge pas. On n'est pas dans l'histoire pour l'instant. On est dans l'espace. On n'est pas dans le temps. C'est pour ça que je me permets d'insister de tout de suite. Donc, l'ensemble de ces rapports de production, je reviendrai sur ces mots, constitue la structure économique de la société, la base concrète sur, vous voyez, sur, au-dessus, sur laquelle s'élève, voyez, s'élève une superstructure, super veut dire au-dessus, tout simplement, juridique et politique, et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Bref, tout ce qu'on a dans le ciboulot, dans la tête, les idéologies, les croyances, tout ça, c'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est bien haut, mais la base qui détermine tout ça, elle est plus bas. Voilà. Et voilà que quand je passe à la deuxième partie, celle que tu n'as pas surlignée, d'accord, tout d'un coup, on passe à la dimension temporelle. Marx est en train de nous dire, tout ce que je viens de dire, ben, ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est plus compliqué que ça. Il n'y a jamais la base en bas et puis en haut son reflet. Parce que ça, c'est le marxisme basique, mécaniste, qui prête le champ facilement à des critiques de réductionnisme. Non, c'est pour ça que ce texte est d'une richesse incalculable. À un certain stade de leur développement, ça y est, on est rentré dans le temps, ça bouge, c'est plus la maison, la bonne métaphore. On n'est plus dans le rapport du haut et du bas, on est le rapport de l'avant et de l'après maintenant. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Alors ces mots-là qui semblent un peu bizarres, c'est quoi un rapport de production? Voilà que tout d'un coup, ils donnent une précision. Ou ce qui n'en est que l'expression juridique, et là, ils crachent le morceau, les rapports de propriété. Là, on commence à comprendre ce vocabulaire très précis qui font les avancées stupéfiantes du socialisme dit scientifique par opposition au socialisme utopique, n'est-ce pas? À savoir que les forces productives, ça c'est matériel, c'est économique. Alors selon les époques, je vous dis la charrue, le tracteur, la daba, comme on dit en Afrique, une espèce de houe, de binette, le galet éclaté, les forces productives. Le cyclotron, ITER, tout ça c'est des forces productives. Et puis, ça, c'est une notion purement matérielle et économique. Et puis, il y a les rapports de production, et non plus les forces productives, qui, eux, sont des rapports de propriété. Ça devient politique. C'est plus seulement le tracteur, c'est à qui il appartient, bon sang. C'est plus le moulin, c'est savoir il appartient au seigneur ou à la commune. Donc, c'est énorme, la distinction, là. Parce qu'on réduit souvent le marxisme à un économisme, que Marx ait replacé le monde réel de l'économie et de la production au centre d'une réflexion que les philosophes depuis des millénaires évitaient, refoulaient, c'est évident. Mais de là à le réduire à un économisme, c'est le prendre pour un idiot. Il sait très bien que ce qui nous gouverne, ce n'est pas une économie, c'est une économie dirigée par une politique. C'est-à-dire des forces productives, pour parler avec son vocabulaire, des forces des moyens des forces productives ou des moyens de production qui sont toujours, même dans les sociétés les plus primitives, insérés dans des rapports de production qui, eux, ne doivent rien à l'économie. Parce que le même je parlais du moulin, selon qu'il appartient à une coopérative, d'accord, avec une gestion démocratique, ou qu'il appartient au seigneur qui en fait ce qu'il veut et qui taxe ce qu'il veut quand il veut, ça ne donne pas du tout le même monde. Donc, vous voyez, les forces productives sont toujours au sein, comme il dit, SEIN, à l'intérieur, encadrées dans des rapports de production. Alors, ça paraît un peu abstrait là maintenant, mais il faut un peu passer par là. Regardez, il y a 3 fois le mot production et on va couvrir tout le vocabulaire dont on a besoin. C'est un jeu de Lego. Je commence par le premier constituant, le premier pion du Lego, les forces productives. Selon ensuite leur répartition dans le système de propriété, ces forces productives donnent des rapports de production.
Et le rapport des deux, des forces productives au rapport de production, définit ce que Marx appelle un mode de production, c'est-à-dire une époque de l'histoire, en gros, quoi. Hein? Autrement dit, une phrase un peu rapide, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, de Marx, pardon, oui, c'est ça, le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie industrielle. Et ITER, est-ce que ça va donner le communisme? En tout cas, ça favorise le communisme plus que la régression auquel, vous savez, certains de la décroissance, les Pierre Rabhi, vous savez, la sobriété heureuse. Vous savez, on nous bassine avec ça aussi. D'accord? Oui, mais pourquoi je dis ça, Dominique? Parce que c'est un peu mécaniste que tu dis. Parce merci. Oui, parce que si ça suffisait, si les nouvelles technologies suffisaient pour qu'on ait des nouveaux rapports de production, ça serait formidable. Il n'y a plus qu'à attendre ITER. Absolument. Et on serait réformiste. On n'a pas besoin de faire la révolution. On attend que les forces productives. Oui, et on n'a pas besoin d'un programme communiste. Et on n'a pas besoin d'un programme communiste puisque ça va se faire automatiquement. Non? Tu as confirmé que le marxisme n'est qu'un ignoble déterminisme qui fait fi de la liberté et qui est totalitaire. C'est ça que tu veux me faire dire. Mon Dieu. Oui. Bon. Alors, non, mais c'est très bien parce que tu nous ramènes au tout début du texte sur lequel j'ai dit que j'y reviendrai. Et j'essaie de remplir mon contrat. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés. Ce qui semble te donner raison. Pour Marx, la liberté, ça n'existe pas, quoi. Nous sommes mus par des forces matérielles aveugles et invisibles qui s'appellent l'eau, le feu, l'air, la terre, les machines. Voilà. Alors là, attention. Il y a deux déterminismes. C'est énorme ta question. Il y a un déterminisme naturel auquel nous n'échapperons jamais. Je veux dire qu'il faut manger pour vivre. Jusqu'à la fin de ma vie, ce sera valable. Je ne peux pas vivre sans manger. D'accord ? C'est un jeu qui n'est pas spécifique à l'homme. Hein. C'est ce que nous partageons avec l'animal. Donc, il y a toujours une partie animale en nous. C'est en quoi on reste matérialiste. Bon. Par contre, une loi, n'est-ce pas ? Il faut manger pour vivre. Une autre loi, il faut respecter le feu rouge. Ah, mais dites donc, ça n'a rien à voir. Parce que je ne peux pas vivre sans manger, mais je peux griller le feu rouge. Bon, allez, je baisse la voix, on est entre franchouillards, à 2 h du matin, il n'y a pas de flics. Bon, il ne faut jamais faire ça. Hein. Mais enfin, c'est possible. La différence entre le monde humain et le monde naturel, c'est qu'il y a un choix entre deux possibles. C'est tout le contraire du déterminisme. Et ce qui nous empêche là d'être libres, c'est plus la nature. C'est le pouvoir, un pouvoir de nos semblables. J'ai l'air d'aller un peu vite, mais là, je me réfère à un immense révolutionnaire, le premier, qui s'exprimait en langue française. Je pense à l'immense Rousseau. Ce n'est pas un hasard s'il commence par écrire justement sur la propriété. Ce n'est pas un hasard. Parce que Rousseau dit dans l'Émile cette phrase admirable. Tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire, peuvent le défaire. Hein. Il n'y a de caractère ineffaçable que ceux qu'imprime la nature. Je viens de le montrer avec qu'il faut manger pour vivre. Hein. Il n'y a de caractère ineffaçable que ceux qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni riche, ni prince, ni grand seigneur. On est à la veille de la Révolution avec des phrases comme ça. Ça veut dire que cette contrainte-là qu'on a d'obéir au Seigneur qui vient au point que les mecs se coupaient l'index dans les campagnes pour ne pas aller à la guerre, pour ne pas pouvoir tirer sur la gâchette. Hein, quand on vient réquisitionner les gens par la force, lorsqu'on vient lever la taille, la gabelle, enfin, tout ce que vous savez, cet arbitraire-là, il ne découle pas d'une nécessité naturelle comme le fait qu'il faille manger pour vivre. Donc on reste libre dans ces lois-là, on reste libre de s'en défaire. Voilà ce que nous révèle Rousseau. C'est une bombe atomique politique qu'il libère là. Tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le défaire. Tout ce qui a été posé par le tyran peut être déposé par les peuples. Et donc, les rapports de production dont parle Marx qui nous déterminent, c'est des rapports de production que nous posons en tant qu'hommes. Ils ne sont pas dans l'éternité de la loi de la chute des corps. Je crois que c'est très important ta question sur le déterminisme parce que montre que le marxisme est tout le contraire de maintenir un déterminisme. Il rappelle qu'il y a un déterminisme social et c'est une révélation
qui nous révèle justement que nous sommes libres dans ce enfin pas vraiment tant qu'on est soumis à ce diktat politique, mais comme le dit Kant, le philosophe Kant, qui a beaucoup travaillé Rousseau. Je fais une petite anecdote très rapidement, hein, mais Kant, en bon allemand protestant qui habitait à Königsberg, là-bas, qui est presque en Russie, Kaliningrad maintenant, Kant faisait sa petite promenade tous les jours de puritain. Voilà, il revenait à 1 mètre près pour bosser. 2 fois, il a dépassé la limite de sa promenade. Le 15 juillet 89 pour être le premier à avoir des nouvelles. Et la seconde fois pour avoir le premier exemplaire du contrat social de Rousseau. Et il a dit, Rousseau est le Newton de la morale. Ça a l'air de rien, on dirait des phrases creuses. Non. Ce que Newton est dans la connaissance de la nature, c'est-à-dire de nous avoir révélé la pesanteur, la soumission à la loi. Alors là, il n'y a pas de liberté. Hein. La Lune, elle n'a pas la liberté de se dire, tiens, si j'allais tourner autour de Saturne, ça me changerait des idées. Non, 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 non. Elle n'a pas le choix. Donc, ce que Rousseau nous a révélé, c'est que la liberté est aux sociétés humaines ce que la gravitation est dans la nature. C'est que, et c'est pour ça que je corrige un peu quand je dis nous sommes libres, même lorsque nous sommes un paysan du XVIIIe siècle, ça veut dire que nous sommes déterminés par des lois que l'on peut changer. Et donc, Kant a un mot pour ça, il dit « je reste autonome dans ma servitude ». C'est-à-dire que nomos, la loi, c'est la loi que l'homme a donnée à l'homme. Ce n'est pas une loi que la nature a donnée à l'homme et donc on peut les changer. Voilà, hein, j'ai été un peu long, mais cette question était très importante sur le déterminisme. Ne laissez plus jamais dire que le marxisme fait de nous un grand estomac qui ne pense qu'à bouffer et nous réduit à être une mécanique, justement. C'est tout le contraire. Hein, c'est une doctrine de la véritable liberté, qui n'est pas, n'est-ce pas, là encore, je vais citer Rousseau, une de ses plus belles phrases, la liberté consiste moins à faire ce qui vous plaît qu'à ne pas dépendre du travail de l'autre. Quand il y a une grève des éboueurs, on le voit très bien ce qu'il veut dire. Celui qui ne sait jamais remuer les fesses pour s'occuper de ses déchets, il est bien embêté quand il y a une grève d'éboueurs. D'accord ? Il y a un magnifique film qui s'appelle The Servant, là, un film de Lauzet, où l'on voit un lord anglais avec son domestique, son maître d'hôtel privé, qui tout d'un coup fait la grève parce qu'il est choqué par le comportement de son maître, et l'autre le supplie de revenir parce qu'il y a des cendres sur le tapis, parce qu'il a donné une soirée, il est paumé complètement, parce qu'il ne s'est jamais remué les mains pour s'occuper de sa maison. Donc, autrement dit, il est moins libre que son serviteur, quelque part, dès qu'il y a un problème. Voilà, hein, c'est un rappel de la dialectique de Hegel que l'esclave peut devenir maître du maître, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à voir quand il y a une grève. Hein, il n'y a qu'à voir. Donc, tout d'un coup, hein, y en a qui sont bien embêtés. Voilà, ceux qui sont au sommet des rapports de production. Donc, je résume l'essentiel. 3 concepts marxistes fondamentaux du matérialisme historique, on le voit bien ici, qui ponctue l'histoire. 3 concepts où on trouve 3 fois le mot production. Dans l'ordre constituant les forces productives, matérielles et économiques, les rapports de production, qui sont économiques et aussi politiques, puisque la propriété est intervenue, et enfin les rapports de production. Et ce qui non, je t'arrête. Oui, mais bien sûr. 2 fois les rapports de production et enfin les rapports de production. Je pense que tu voulais dire le mode de production. Merci, bravo, c'est un lapsus. Hein, d'accord. Oui, ben, comme disait. Comme quoi je suis. Hein. Oui, non, mais comme disait De Gaulle, ben, je cite. Les forces de production, les rapports de production et les modes de production. Voilà. Non, mais comme disait De Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Donc, pardon, des fois, je déconne. Non. Arrête de dire des bêtises. Tu as bien sûr. toute ta tête et ça peut arriver à tout le monde, bien sûr. Allez, on y va. C'est ce que je veux dire. Mon assistante sociale, je suis dans une maison de retraite, en assistante sociale, je lui ai dit, écoutez, je suis peut-être délabré psychiquement, mais pas intellectuellement. Alors, je repasse un petit peu un peu plus loin dans le texte, puisqu'on parle de mode de production. Regardez le dernier paragraphe, le dernier. Hein. Le dernier. Oui, à partir de, disons, une formation sociale ne disparaît jamais avant que. Hein. Voilà. Alors, voilà. Vous voyez que je ne suis pas l'ordre linéaire, on va y revenir après. Non, mais ça clarifie toutes ces mises à part. Alors,
où j'en suis. Voilà, une formation sociale, c'est un mode de production. Par exemple, le mode de production féodal, il a duré plusieurs siècles. C'est celui qui était basé essentiellement sur la rente foncière, comme on dit, hein, en économie, c'est-à-dire sur la richesse produite par l'agriculture, hein, essentiellement. Donc, c'est pas un hasard si c'est la révolution industrielle qui va commencer à y mettre fin. Hein. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Ça, c'est contre les gauchistes et les impatients. qui dit, oh là, le capitalisme, merde, il est encore là. Moi, je croyais que la semaine prochaine, on allait s'en débarrasser. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut prendre son temps, mais une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées ses capitales, hein, ce passage. Toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Mais on est quand même, je te coupe, Dominique, bien sûr, bien sûr. Et j'appelle Laurent et Véronique à dire ce qu'ils en pensent. Mais on est quand même dans une situation où je ne suis pas certain là que le capitalisme il puisse continuer à Définitivement. Il me semble qu'on est quand même dans une situation très contradictoire, bien sûr, et où ces forces productives ne peuvent pas se développer telles qu'elles pourraient aujourd'hui. Il me semble. Mais je ne sais pas, je fais appel au témoignage de Laurent parce que lui, il est directement dans la production. Hein. Et puis Véronique, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans la situation actuelle, il y a à la fois des blocages parce que on revient par exemple sur les destructions les fermetures d'usines, des choses comme ça. On est plutôt dans une destruction industrielle et en même temps, moi je trouve qu'il continue à y avoir une forme de développement parce que tout ce qui est travaillé autour de l'intelligence artificielle, de la 5G, des choses comme ça, redonne un peu de souffle, on va dire, à la vieille économie, même si il y a quand même des contradictions là-dedans. Mais... Eh ben voilà une réponse nuancée, que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Non, et tu as raison, Jean-Paul, de dire qu'il a du plomb dans l'aile. Si nous sommes réunis ce soir, c'est la preuve que tu as raison, je vais jusque-là. Si on est en train, alors qu'on a autre chose à faire, chacune d'entre nous, hein, de s'atteler à lire un texte de Marx et essayer d'en voir le quotient révolutionnaire, c'est que le capitalisme est en crise et que, je vais le dire en anglais exprès par ironie, Marx is back. On croyait s'en être débarrassé, que c'était dépassé, c'était ringard. Vous vous rappelez, les 70s, les 80s, on disait que ça. C'est fini, ça, c'est plus à l'ordre du jour, ni le marxisme, on ne parle même pas du communisme. D'accord ? Ou alors on disait, oui, Marx, à la rigueur, c'est pertinent pour les sociétés de Manchester au 19e siècle, là, pour le charbon et tout. Mais enfin, franchement, à l'heure de l'électronique, ça ne tient plus. Et quand on lit ce que Marx dit, ou alors à l'heure de l'économie financière, vous savez, aujourd'hui, Marx n'aura pas pu prévoir la crise subprime, mais vous lisez ce que Marx dit au début d'un chapitre qui s'appelle dans le Capital, dans un chapitre hallucinant qui s'appelle l'accumulation primitive, où vous voyez écrire en lettres de sang, de boue et, excusez-moi, d'excréments, hein, l'histoire de l'exploitation. Hein. Bon, et de ce sous-chapitre de l'accumulation primitive, vous avez un chapitre qui s'appelle le capitalisme industriel, où il montre qu'il faut déjà qu'il y ait eu l'ensemble de la colonisation au niveau planétaire, les Anglais et les Français principalement, pour que commence la révolution industrielle. Et alors qu'il y a des imbéciles qui croient que la mondialisation a commencé avec eux. N'est-ce pas ? Il faut déjà que la colonisation, et c'est là qu'il ajoute, et c'est le plus important par rapport à notre propos, il dit il y a tout un univers purement financier du capital qui se dégage de l'industrie et qui investit dans l'agiotage, il dit, dans les jeux de bourse. C'est d'une actualité extraordinaire. Bien sûr, ça a pris des proportions sans précédent, mais c'est devenu un cancer, n'est-ce pas ? Vous savez quel est où vont 80% des exportations de capitaux des États-Unis ? Dans quel pays ? Je vous le donne en mille. C'est la Chine, non ? On pourrait croire, d'accord ? Parce qu'ils investissent en Chine, etc. Bon.
Dans les îles Caïmans, 80%. Ah oui, Non, c'est un calcul de Wall Street, hein, c'est pas moi. Je suis pas en train. 80% c'est devenu parasitaire. Donc oui, ça ne peut plus durer. Tu as raison, Jean-Paul. Je ne suis pas en train de dire patienter. Le capitalisme, il en a encore pour 500 ans. Il ne faut pas être impatient. Qu'est-ce qu'il dit, Marx? Une formation ne disparaît jamais avant que. Oui, mais ça fait un moment qu'il est là, le capital. Et jamais, et je rebondis sur ce que vient de dire Laurent, jamais il y a eu autant de disproportion entre les possibilités offertes par les nouvelles forces productives. Tu as parlé de la 5G, on a parlé d'ITER, n'est-ce pas? Il y a de quoi faire. Et nous avons les vieux rapports de production bourgeois apparus à l'époque de Napoléon. Il y a un truc qui ne va pas là. À l'époque de l'Angleterre capitaliste, on est encore dans la société anonyme, propriété privée. Alors ça pose bien la question du développement de la démocratie dans les rapports sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que ça ne fonctionne pas quand c'est les patrons qui décident de tout, quand c'est les capitalistes qui décident de tout. Ça peut plus fonctionner comme ça. Et là, ça justifie le fait que moi, je suis communiste. Hein. Moi, je suis communiste parce que je pense que la démocratie… Alors, après, la façon dont Marx parle de la démocratie, c'est aussi, à mon avis, intéressant. Parce que, et je pense, Dominique, que tu vas y travailler. En tous les cas, tu vas nous inviter à y travailler dans tes futures causeries. Hein, cette question de la démocratie. Oui, je suis pressé par mes auditeurs pour aborder elle est au cœur du communisme. Comment? Tu connais pas Jean-Michel Toulouse, par hasard, un vieux militant communiste de Paris. Voilà. Non, parce que qui a notre âge, qui a plutôt le tien que le mien, il est plus jeune que moi. Mais Jean-Michel Toulouse me dit, Dominique, il faut que tu fasses une série de causeries sur la crise que traverse le système représentatif. Oui, c'est ça. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Hein. Bon, voilà, il faut sortir de dire oui, mais c'est peut-être pas un régime parfait, mais tous les autres sont pires. Oui, c'est ça. On va dans le mur, mais il n'y a pas d'autre solution. Ah, c'est sympa pour les jeunes. Où les gens sont de plus en plus bêtes et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à rien. Mais voilà, oui, les gens sont comme nous quatre, populistes, complotistes. Vous savez ce que c'est qu'un complotiste, hein. Il n'y a plus que deux théories politiques. Celle du pouvoir, et dès que tu t'en écartes d'un millimètre, tu es dans le complot. C'est ça maintenant, les médias. Dès que tu n'es pas d'accord tout d'un coup sur une version, on dit que tu es complotiste. Oui, pardon, Laurent. Et pourtant, il y a des vraies interrogations à se poser, parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, par exemple, moi, dans mon secteur, mais c'est vrai dans plein de secteurs différents, on nous explique que demain c'est dans 4, 5, 6 ans, c'est pas dans 50 ans, hein, les trains se conduiront tout seuls, on aura besoin de beaucoup moins de personnel, même l'entretien lui-même se fera en grande partie de manière automatisée grâce à ces technologies. On voit que dans les banques, on a de plus en plus de guichets automatiques, dans les grandes surfaces, des choses comme ça. Et du coup, ça pose la question des intérêts défendus, parce que effectivement, si c'est les intérêts de la bourgeoisie qui sont, on va dire, portés par le système de production, demain, il y a besoin de beaucoup moins de monde pour satisfaire leurs besoins matériels dans la production grâce à l'intelligence artificielle, aux automatismes, etc. Et donc, à la limite, on peut se poser la question, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait du reste de la population? Et là, moi, c'est une vraie interrogation qui se pose. Hein. Ben oui, intervention on ne peut plus actuelle, hein, ton interrogation. Là, c'est vraiment une problématique on ne peut plus actuelle. Je commence par répondre, puisque tu as cité le plus souvent l'intelligence artificielle comme exemple de cette nouvelle donne, si je puis dire. J'ai un de mes jeunes auditeurs dont je viens d'apprendre, qui est un très brillant mathématicien, dont je viens d'apprendre qu'il a été sélectionné sur une dizaine d'Européens, il y a 2 Français, la grande tradition mathématique française, pour aller travailler sur l'intelligence artificielle à Oxford. Tu vois un peu, je veux dire, ça tombe bien qu'on en parle. Mais alors, tu soulèves un problème extrêmement difficile. Et je ne dis pas ça pour noyer le poisson, au contraire. C'est pour essayer d'y voir un peu plus clair que la manière dont on le pose d'habitude. Tu viens de soulever ce qu'on appelle en termes marxistes des contradictions internes. Tu vas trouver dans la bourgeoisie qui nous dirige aussi bien des forces qui veulent à fond encourager ces nouvelles forces productives, disons, pour aller vite,
qui inclut l'intelligence artificielle, la fusion contrôlée de l'hydrogène, tout ça, et la robotique, et en même temps des forces qui utilisent l'écologisme, etc., parce que il faut freiner les revendications salariales. Et il faut persuader les gens que non seulement ils ont tort de réclamer une hausse de leur pouvoir d'achat, mais qu'ils consomment trop. Vous savez que nous sommes tous une bande d'infâmes consommateurs vautrés, n'est-ce pas, dans les Nutella. Moi, je suis furieux quand je vois un reportage qui a pour objet un supermarché et où on nous dit regardez les consommateurs. Mais de quel droit on dit que c'est des consommateurs? Il y a une nana qui a passé sa journée à la poste, je ne sais pas faire combien d'heures depuis qu'on a sucré des postes à la poste, qui se fait engueuler par le public toute la journée parce qu'ils ne sont plus que deux à s'occuper du public. Il m'est arrivé de gueuler une fois en disant arrêtez de l'engueuler. Bon sang, alors il fallait voter pour ceux qui voulaient maintenir les postes. Hein. Bon, et enfin, ailleurs, il y a un ouvrier, un mec qui a fait les 3-8. C'est les producteurs, les gens qui sont dans la consommation et dans les supermarchés. Et moi, j'ai jamais vu, la plupart des femmes que je vois, c'est les mères de famille qui regardent en bas dans les rayons les trucs les moins chers parce qu'elles ont 4 marmots à la maison, je ne sais rien. Et elles ne sont pas là à ignorer les prix, à prendre tout ce qui leur plaît. On n'est pas vautré dans la consommation. Et je vais peut-être vous scandaliser. Moi, qui appartiens à un des pays les plus riches du monde et qui ne fait pas partie du prolétariat, j'aimerais bien consommer un peu plus. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Il ne faut pas qu'on se laisse faire par cette culpabilisation. Je reviens au monde protestant qui dirige la planète. Hein. Le monde puritain, hein, par cette culpabilisation, ça fait des millénaires qu'on nous dit que c'est un péché de consommer. Oui, pardon, Laurent. Oui, c'est ce que j'avais dit à une écologiste une fois dans un débat à une fête de l'UMA. C'est si moi je décrois, je m'enlève un os. Mais c'est voilà. Ben voilà. Alors peut-être que j'ai tellement vécu dans des pays pauvres que ça m'a marqué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais quand même, je veux dire, on ne va pas dire à la femme malienne qu'elle consomme trop. Elle aimerait bien consommer un peu plus. Et quant à son mari, il aimerait bien s'acheter un poste transistor pour savoir qui a gagné le match de foot dans la capitale de son pays. Hein. Il a le droit, enfin quand même. C'est pas somptuaire à l'époque au nombre, vu le nombre de marchandises qu'on produit. Donc voilà, il faut jamais juger du niveau de vie, de l'évaluer, la richesse, la pauvreté, c'est un grand débat, en fonction de ce qu'on possède, mais en fonction de ce que le moment historique que l'on vit autorise à produire. Les casseroles en aluminium, les premières, ça valait une fortune. Il n'y avait que quelques familles en France qui pouvaient se les payer. Les premières voitures, c'était quelques milliardaires qui les possédaient. Donc la voiture, vu le nombre de voitures qu'on produit par heure, n'est plus et depuis longtemps un bien de luxe. On m'entend? Oui, oui, on t'écoute. Non, parce que je voyais l'image. Voilà, hein, c'est pour répondre à l'intervention de Laurent. Véronique, tu es avec nous? Oui, mais j'écoute. Alors, non, mais tu peux intervenir. Hein. Oui, mais… Avec plaisir. Oui, moi j'ai, enfin je ne veux pas parler de moi longtemps, mais moi j'ai Non, vas-y. orienté toute ma vie, j'ai une espèce, non mais tout ça, ça me fait beaucoup, ça me bouleverse un peu mes valeurs parce que effectivement, moi j'ai mené ma vie, c'est bien de le dire. Une espèce d'idolâtrie de la pauvreté et j'ai jamais été riche et j'ai jamais eu un sou. Je ne vais pas dire volontairement parce que c'est jamais complètement volontaire, mais enfin, c'est une espèce d'idéologie et où je pense que c'était important pour comprendre justement. Enfin, pour moi, c'était le chemin pour comprendre des choses. Peut-être les rapports sociaux. Enfin, bon. Et donc, tout ça, ça me bouleverse beaucoup ce que vous dites. Et puis la destruction. Le fait que je défende la consommation, tu veux dire, on est bien d'accord. Hein? Oui, mais je comprends aussi qu'on veuille consommer plus, parce que moi aussi, de temps en temps, j'ai envie de consommer et je peux pas. Et je me dis, non, mais stop, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Tout le sujet de la pauvreté, je trouve, c'est un sujet très, très intéressant que j'aimerais Non, mais c'est tout à ton honneur, je te rassure. Hein, moi, ce n'est pas contradictoire, c'est tout à ton honneur, Véronique, que la pauvreté ne t'interdise pas, si tu as des enfants à élever, de dire on peut être heureux sans ça. Oui. Absolument. Non, ben moi, j'ai épousé une Allemande avec qui je suis resté en très bons termes, mais qui a 10 ans de plus que moi et qui a connu la guerre. Tu vas voir pourquoi je passe par là.
parce qu'elle a traversé 1000 kilomètres à pied avec, vous savez que c'est les civils qui écopent dans toutes les guerres, hein, de la frontière tchèque au bord du Rhin où sa famille habitait, en face de l'Alsace. Et sa mère négociait dans chaque ferme pour nourrir ses enfants avec une poignée de sel. Vous voyez, c'est bon. Et ma femme me disait, dès qu'on arrivait à un village, c'était le chaos, hein, les locomotives étaient réquisitionnées pour aller au front, c'est le chaos. Bon. Elle me disait, ma mère immédiatement s'occupait de 2 ou 3 enfants qui étaient réfugiés dans une ferme et les mettait à l'école. Et nous chantait des chansons. Et voilà, et tu as raison de dire que même dans la catastrophe et dans le dénuement, même là, tu vois, je parlais d'économie de guerre, même là, on peut avoir des rapports interhumains qui sont positifs, bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas, ce que je critique, c'est une idéologie faite par ceux qui sont les privilégiés de ce monde et qui disent aux pauvres, vous consommez trop. Là, il y a un côté odieux. Oui, c'est vrai. Voilà, ce n'est pas du tout ton cas. Je veux dire, chacun a le droit de vivre comme il veut. Moi, un ermite qui se retire et qui vit dans la montagne avec des racines et de l'eau, j'ai rien contre lui. J'ai contre le fait que l'ermite nous dire vous devriez tous faire comme moi. Et puis en fait, en douce, je veux dire, il se garde une propriété secondaire dont il ne nous parle jamais. Voilà. Oui. Je ne crois pas que ce soit ton cas. Non, pas du tout. C'est comme, secondaire. c'est comme ces bourgeois qui veulent refuser aux ménages chinois d'avoir un frigo ou de prendre l'avion pour partir en vacances. Mais tu ne peux pas donner une meilleure illustration de ce que je voulais dire. Interdire à la ménagère chinoise, si elle se met à avoir des machines à laver, il faudra 4 planètes. Vous connaissez par cœur ce discours-là. Enfin, quand même. Je veux dire, il y a mieux à faire pour une femme que de passer son temps au lavoir, les mains rougies, ce qui a été le cas pendant des siècles, quand même. Mais alors moi, du coup, je n'ai pas bien compris ce paragraphe-là. Une formation sociale ne disparaît jamais. Il est je n'entends plus. Là. Tu n'entends pas, Laurent? Moi, je l'entends. Véronique, essaye de parler un peu plus fort. Tu voulais revenir, Véronique, sur le paragraphe qui est surligné. C'est ça, une formation sociale. Vas-y, parle-nous, Véronique, de ce que tu ne comprends pas. Ce que tu ne comprends pas. Alors, une formation sociale, ça veut dire. Est-ce que ça veut dire. Alors, peut-être. Moi, je ne suis pas. Une pro des concepts marxistes. Hein, on est là pour ça, c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire une formation sociale J'y ai fait allusion tout à l'heure, ça veut dire ce qu'il appelle ailleurs, mais je remplace une abstraction par une autre pour l'instant, je vais être plus précis après, un mode de production. Voilà. C'est-à-dire un certain compromis entre le niveau technique des forces productives à chaque époque et le niveau politique de répartition de la propriété, voilà, de la justice sociale si tu préfères. Hein. Oui. Voilà, il y a un rapport entre les deux qui définit ce qu'on appelle un mode de production. C'est ça qu'il désigne ici pour ne pas se répéter avec une autre expression, une formation sociale. Alors, remplace ça par exemple, la féodalité, tu vois, ça a été une formation sociale, hein, basée avant tout sur 3 États. Hein, le seigneur dont la fonction est de défendre le terrain contre le seigneur voisin, contre des ennemis, qui est le guerrier. Ça a été vrai à une époque, hein, j'ironise pas. Le curé qui est là pour nous défendre aussi, mais lui contre le diable, n'est-ce pas? Qui est là pour défendre les âmes et non pas les biens matériels. Et en dernier, le paysan, il n'y avait rien d'autre à l'époque, je simplifie, hein, le paysan qui marne pour nourrir les 2 premiers. Ça, c'est l'ordre féodal, c'est une formation qui a disparu dès l'instant qu'il y a eu la révolution industrielle. Oui, d'accord. Où on a tout fait pour que les paysans quittent les champs et viennent à la ville. Je ne vais pas vous faire un dessin, après vous connaissez la suite. Voilà, c'est ça que veut dire formation sociale, hein, Véronique. Ce n'est pas très compliqué. J'essaye de. Ça va, je peux le concevoir, mais pour le transposer actuellement, donc notre formation sociale. Alors, le capitalisme, la formation sociale que nous vivons, c'est le capitalisme. Alors, peu importe pour l'instant qu'il soit financier, machin, le capitalisme libéral définit, hein, je rappelle des trucs basiques, par la propriété privée, des grands moyens de production et d'échange, ça on le rappelle jamais assez, parce que ce n'est pas ma brosse à dents hein, qu'il faut nationaliser, hein, ça va. Hein. Bon. Non, parce que je me rappelle quand je militais dans la Drôme, il y avait des affiches de la droite qui disaient, où on voyait un rapace avec ses ailes là, sur le champ d'un pauvre paysan et il y avait marqué les communistes vont vous prendre vos terres.
Résultat, ils ont tous migré, les paysans, ils ont tous quitté la campagne pour la ville et les communistes sont toujours pas au pouvoir. Je referme la parenthèse. Bon, mais oui, voilà, donc le capitalisme, puisque tu parles de ça aujourd'hui, Marx dit, il disparaît pas, comme toute autre formation sociale, tant qu'il n'a pas épuisé les potentialités qu'autorisent les forces productives qui l'ont vu naître. Et Jean-Paul nous disait à l'instant, repris par Laurent, validé par Laurent, que c'est bien ce qui est un peu en train de se passer, qu'il arrive à sa limite. Jean-Paul, je ne trahis pas ta pensée. Ah, c'est ça, c'est ça. Je pense que on arrive à une situation qui fait que le capitalisme ne peut pas répondre comme il répondait au début de son histoire à certains besoins humains. Et voilà. Et donc, de plus en plus, la contradiction, il me semble que la contradiction devient de plus en plus aiguë. Absolument. Il me semble. Absolument. Et ça pose en grand justement la question, et c'est pas pour rien, comme tu le disais, on se voit ce soir, on échange ce soir, mais dans le pays, les gens qui ont vécu ce qu'on vient de vivre avec le Covid, ils se sont quand même bien aperçus qu'il y a d'énormes problèmes. Bravo, quand il faut, enfin, quand on voit comment ont été considérés les soignants, quand on voit comment le pays il a été complètement bousculé par cette affaire, et là, les gens se posent des questions justement sur l'avenir. Tout à fait. Qu'est-ce que vont devenir nos enfants? Qu'est-ce que c'est que cette société, quoi? C'est complètement aberrant. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je crois que Marx, là, il nous éclaire beaucoup là-dessus. Énormément dans ce texte, parce que tu es en train de rappeler, et c'est ça que dit le texte d'une manière abstraite, et Véronique a bien raison de nous poser la question qu'elle nous permet de donner de la chair et du sang à ces expressions abstraites, c'est que c'est au moment des crises que le problème du changement de formation sociale et de régime se pose. Et qu'est-ce que ça veut dire crise pour Marx? Et là, c'est très précis. C'est un conflit. Alors, je m'adresse à Véronique pour lui montrer que ce n'est pas si compliqué, ces concepts-là. C'est un conflit entre les forces productives et les rapports de production. Et je vais lui donner un exemple très simple. Je suis la fin 18e siècle, dans une France encore essentiellement à 90% rurale. D'accord? Quelques fabriques commencent à apparaître ici et là, mais moins qu'en Angleterre. Il y a une bourgeoisie qui a commencé à se développer depuis la Renaissance. Elle n'a pas le pouvoir politique. C'est la féodalité qu'il a. C'est l'aristocratie de naissance. Hein? Mais elle a le pouvoir économique de plus en plus. Le roi et la féodalité leur demandent de l'argent pour faire la guerre. Parce qu'ils ne bossent pas. Alors, il faut bien qu'ils trouvent la richesse quelque part. Donc, ces marchands-là, ils se développent, mais leur développement est coincé par quoi? Les nouvelles forces productives, le capitalisme qui était une nouveauté à l'époque, arrivait par exemple, tenez, dans la Drôme, à Romans, vous voyez Romans dans la Drôme, la capitale de la chaussure à une époque. Bon, eh bien, en face de Romans, sur l'autre rive, là, dans la même ville, mais il y a Bourg de péage. Vous voyez, ça veut dire qu'il fallait payer le droit de traverser la rivière pour aller de Bourg à Romans. Pour aller de Châtelet à Saint-Michel, il faudrait payer à Paris, quoi même. D'accord? Parce que le pont appartient à la féodalité. Donc, il y a un conflit apparaît entre les intérêts des nouvelles forces et l'ancien système, le vieux système, ce que Marx appelle dans ce texte la vieille société. À la fin du XVIIIe siècle, je me résume, les nouvelles forces productives bourgeoises qui essaient de mettre en place la révolution industrielle entrent en conflit avec les vieux rapports féodaux existants qui sont essentiellement ruraux. Est-ce que c'est clair? Oui, ça c'est clair. Mais alors justement, là où j'en arrive à en fait la question que je voulais poser au départ. Bien sûr. C'est que les forces productives actuelles, enfin, justement, vous parlez de la modification des forces productives avec le numérique, l'intelligence artificielle. Et mais ça, le capitalisme s'en accommode très bien. C'est là que je vous suivais plus. C'est là que je comprends. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue il y a quelques temps, enfin quelques années maintenant plutôt, avec un camarade qui expliquait qu'en fait, l'une des problématiques du capitalisme moderne, c'est que dans le passé, un ouvrier, il n'avait qu'à suivre les ordres pour réaliser la production. Et donc, c'était un rapport de domination brute, direct, presque physique,
sur l'ouvrier pour l'obliger à produire à l'usine ce qu'il veut C'est produire. ça ou crève. Hein. Voilà, c'est ça ou crève. Et aujourd'hui, la problématique du développement des technologies dans tous les actes de production, c'est que le salarié, il est beaucoup plus autonome et on a besoin finalement qu'il accepte la production, qu'il mette son intelligence au service, son intelligence, son autonomie au service de la production, sinon ça ne marche pas. En quoi il est autonome? Pardon? En quoi il est plus autonome, le salarié, maintenant? Qu'un manœuvre, par exemple. Il est plus autonome parce que c'est son savoir à lui qui doit être utilisé, c'est plus le savoir du patron, c'est-à-dire qu'on ne te dit plus simplement tu visses un écrou, tu dois mettre en place tout un processus un process de travail en utilisant des technologies, des savoirs que tu as appris, etc. Pas que les cadres. Hein. Moi, aujourd'hui, par exemple, tous les agents de production de la SNCF, ils ont des tablettes avec des applications qui organisent leur travail. Et en fait, comment dire, s'ils attendent l'ordre pour chaque action du supérieur ou des choses comme ça, ben, ils font rien. Et oui, tu veux dire que ça suppose des compétences que n'avaient pas les OS, par exemple. Hein. Oui, puis ça suppose que le salarié accepte comment dirais-je, il ne fait pas que subir, en fait, il devient une espèce d'une certaine manière, il devient un peu acteur quand même. Et c'est pour ça que prenante dans la gestion, quoi. Il devient partie prenante dans la gestion. Oui. Il est beaucoup moins soumis à des ordres. Il doit intégrer la logique de la production, intégrer la logique de l'entreprise pour développer son travail. Et en fait, c'est pour ça que le management développe énormément de stratégies pour essayer d'associer le salarié à la logique de l'entreprise de manière à ce qu'il accepte cette situation. Parce que sinon, évidemment, si moi je dois accepter ma condition de salarié, si je dois accepter ma condition de salarié pour mettre à disposition mon intelligence, pour sortir simplement de ma force physique contrôlable, parce qu'en fait mon intelligence n'est pas contrôlable par l'employeur, donc il est obligé de gagner mon acceptation. Pour gagner mon acceptation, il y a deux solutions. Soit on change effectivement de système et je deviens décideur de ce que je fais, soit on doit me faire croire que je suis décideur de ce que je fais, de manière à ce que je continue de rester dans les rapports de production existants. Quoi. C'est bien clair. Et je trouve que la bataille d'aujourd'hui, elle est autour de ça. Très intéressant. On est au cœur vraiment des problèmes les plus actuels. Là. Oui. Et Véronique, qu'est-ce que tu en penses? Justement, j'allais revenir à Véronique. Parce que non, mais je voudrais apporter de l'eau à son moulin. Véronique, elle dit oui, mais en attendant, vous parlez de l'intelligence artificielle, de l'informatique et tout ça, mais on ne peut pas dire que ça ne fait pas l'affaire de ce qu'on appelle les GAFA. C'est bien ça que dit Véronique, d'Amazon, de YouTube, je ne sais pas moi, de Google et compagnie. C'est bien ça que tu dis, Véronique. Que le capitalisme. T'as ton micro coupé, Véronique. Véronique, ton micro, tu nous entends? Véronique? Oui, voilà. Vas-y. Ça s'est coupé et j'ai eu un problème, j'ai eu une panne, ça s'est coupé complètement pendant quelques C'est un petit bug, ça arrive souvent. Tu as entendu ce que j'ai dit ou pas? Oui. Voilà. Oui. Hein, donc c'est bien ce que tu disais, que pour l'instant, ça semble régaler le capitaliste, voilà. Le patron d'Amazon. C'est vrai. Et voilà. Pas tant que ça. Regarde ce qui est en train de se passer. Ce sont d'énormes monstres comme des cancers, effectivement. Hein, mais qui pose des problèmes aux autres capitalistes. Il y a une contradiction interne. Regarde les mesures que vient de prendre l'Europe pas plus tard qu'hier pour taxer. Et il en a fallu, parce qu'au début, il n'était pas question. Hein. C'est-à-dire vraiment, les Allemands disaient niet, etc. Et de plus en plus, maintenant, on parle d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 10% du capital. Ça ne s'est jamais vu. Bon. Les procédures vont être longues pour leur arracher. Ça va être long et... Voilà. Mais pour l'instant, on entame une période de crise précisément, et en plus, ils sont challengés par des Chinois qui ne sont pas du tout dirigés par le même système. Ce n'est pas un hasard si Trump a fait la guerre à Huawei sous des prétextes d'espionnage, de trucs comme ça, alors que le plus grand espion de la planète, c'est connu, c'est quand même la NSA, le Pentagone et la CIA, qui surveillent même les chefs d'État européens. Hein. On se rappelle que Mme Merkel était espionnée elle-même, la plus fidèle alliée des États-Unis en Europe, était espionnée, si vous vous rappelez bien, par la NSA. Bon, donc voilà, c'est moins évident qu'on ne croit. Le capitalisme commence à souffrir de ses propres contradictions. Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est le grand soir. Hein. Pardon, Véronique? Je ne suis pas encore totalement convaincue, parce que c'est vrai que
on a un gouvernement qui donne beaucoup de signes, beaucoup de faux semblants aussi, hein. Je ne suis pas sûre qu'il va vraiment beaucoup agir, hein. Et il Le dit: «Je nôtre? vais Ah bah, agir, Et attention, on il va agit, agir», mais mais il agit pas pour notre classe. non, 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 il ne fait pas des faux Il semblants, hein. agit pour Voilà, les voilà. capitalistes. Ah oui, 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 il agit beaucoup, moi, je trouve, hein, mais Il pas oui, dans le bon oui, agit. sens, hein. Quand, quand, d'accord, dans quand, ce sens-là, d'accord. quand il vient d'accentuer la part de la privatisation chez EDF, il agit, hein. On ne peut pas dire qu'il Oui, est immobile, hein. oui, oui, dans ce sens-là, Pendant il qu'on dit. était obnubilé par la pandémie, comme par hasard, hein. Mmh. Mmh. Alors voilà, moi je suis dans l'âge le plus vulnérable à la pandémie. Je ne suis pas en train de dire que c'est une invention, la maladie. Ah Mais non, ce qui est scandaleux, c'est sa gestion politique et médiatique. C'est mais oui, Quand, scandaleux. je voudrais revenir sur cette question justement des nouvelles technologies qui sont inséparables de la qualification des hommes, parce qu'elles n'existent pas sans le travail des hommes, sans leur formation, ces nouvelles technologies. On va avoir en fait très certainement une modification, et on l'a déjà dans la classe ouvrière, chez les Bien sûr, travailleurs mais bien qui sûr. ont acquis des connaissances. Et, mais là, il va y avoir aussi des limites parce que plus tu maîtrises ton travail, plus tu peux aussi avoir des exigences sur ce travail. Et si tu t'aperçois qu'en fin de compte, et ça je l'ai vécu, je l'ai vécu, pas moi directement, mais je l'ai vécu en tant que militant, quand j'ai vu par exemple des entreprises là où je demeurais auparavant dans l'Oise, qui étaient, je vais prendre l'exemple hein, de l'entreprise qui s'appelait Marinoni. Hein, Marinoni. Mhm. Alors Marinoni, ensuite, c'est devenu, j'ai oublié le nom, mais ça a été repris par les Allemands et ensuite Heidelberg et ensuite par les Chinois. C'est Euh, imprimerie, ça, Heidelberg. oui, oui, c'est Véritable l'imprimerie, imprimerie. c'est Voilà, l'imprimerie. voilà. Ah, oui. Quand les ouvriers, j'ai eu ce privilège, m'ont fait visiter leur entreprise, vous savez, c'est terrible parce qu'en fin de compte, nous les citoyens, on ne connaît pas les boîtes. mmh, Quand on n'y travaille pas, on ne se rend pas compte. Et ça, c'est très important. Quand ils m'ont montré le boulot qu'ils faisaient, mais j'étais en admiration, en admiration. C'est Et, là, c'est là et que Marx distingue l'atelier de la vitrine. Ah, mais j'ai vu ce qu'il faisait. Il faisait des machines extraordinaires. Vous savez, c'est les machines à imprimer, c'est les rotatifs de presse. Les mecs, Ah, ils c'est travaillaient pour extraordinaire. faire. Les mecs, imaginez, ils travaillaient pour faire à l'époque, ils travaillaient pour faire des rotatifs de presse qui sortaient des millions d'exemplaires, puisque c'était pour la Chine, des millions d'exemplaires de journaux à l'heure. Des trucs extraordinaires. Et qui sortent par paquet de 40 volumes plastifiés. Mais voilà, c'était tout Ah empaqueté, ouais, tout, enfin un truc c'est extraordinaire. extraordinaire. Des machines Bien. grandes comme des Et que paquebots. du jour au lendemain, les mecs, on leur annonce qu'on ferme tout et qu'on bousille tout. C'est ça, c'est ça. Il y a un problème là. mmh. C'est-à-dire que ils ont une culture extraordinaire qu'on bousille. Le capital. Alors, et là où je pense que les communistes et le Parti communiste auraient un rôle à jouer, c'est de lutter contre cette culture qui explique que les travailleurs, ce n'est pas eux qui peuvent diriger. Je suis désolé, mais là, on a vraiment une bataille à mener parce qu'en fin de compte, bien sûr qu'ils peuvent diriger puisque c'est eux qui font tourner la maison. Et bien sûr. Et dans ces cas-là, on est plutôt sur la défensive. Là, je vois, Véronique, tu es au courant qu'à Albi, on va nous faire 25 licenciements à la verrerie. Tu m'entends, Véronique? Oui, oui, mais oui, Hein? oui, oui, 25 oui, licenciements à la VOA, à la ouais, verrerie d'Albi. mmh, C'est ce qui est programmé. oui, En fait, ça fait partie du groupe Veralia, c'est-à-dire, tu sais, qui vont fermer un four à Cognac. Hein, et donc, on va avoir des suppressions d'emplois dans tout le groupe. Mais là, il y a aussi une technicité, des hommes qui savent faire du verre dans notre pays. À terme, si on supprime le verre et qu'on va le produire ailleurs, ça va quand même poser un petit problème. C'est Et les là, je pense compétences, que hein, c'est les compétences. on ne pose pas, oui, mais en termes politiques, on ne pose pas, nous, hein, les communistes, on ne pose pas la question, ou peut-être que je m'en rends pas compte, hein, mais peut-être que ça se fait, mais on ne pose pas la question de c'est à nous.
c'est à nous, ça doit nous appartenir. C'est nous qui produisons, c'est nous qui devons diriger. Et alors là, j'interpelle Laurent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que je suis idéaliste, mais ça me semble être une question politique très importante. Oui, non, mais la question de l'appropriation collective des moyens de production, comme c'était dit tout à l'heure, c'est extrêmement important. Et on a énormément reculé là-dessus, parce que par exemple, si je donne l'exemple du chemin de fer, dans les débats syndicaux qu'on a actuellement, on est confronté à la privatisation. Et donc, confronté à la privatisation, la réaction de certains camarades, c'est de dire, mais il faut défendre la nationalisation. Or, historiquement, la nationalisation, c'est un compromis. Parce que ce que demandaient les syndicalistes, c'était l'appropriation collective. Ce n'était pas la nationalisation. Et donc, la nationalisation a été un compromis et par, on va dire, justement la perte de culture politique, l'idée peut-être aussi que voilà, on n'est pas suffisamment bon, pas suffisamment bien organisé, etc., pour diriger nous-mêmes, vient cette question que finalement, le compromis devient la revendication. Et donc, on mène en ce moment une grosse bataille pour dire, mais en fait, il faut revenir à la base, c'est l'appropriation collective. Moi, je pense que le transport sur cette question des forces productives, c'est un bon exemple. Je ne sais pas si je vais être très clair, mais pour répondre un peu à Véronique, aujourd'hui, le développement du capitalisme fait qu'il y a de plus en plus de marchandises à transporter. Oui. Bon. Donc, de plus en plus de marchandises à transporter. Le mode de transport le plus utilisé, c'est la route. Or, la route, son développement pose un certain nombre de problèmes. Alors, il y a l'accidentologie, mais ça, à la limite, ils peuvent s'en accommoder. Il y a surtout l'encombrement, le fait que, du coup, on perd du temps dans les embouteillages, y compris l'économie est bloquée quand le transport est bloqué. Et donc, développer encore... L'empreinte carbone, bien sûr. Voilà, mais surtout le fait que développer encore le nombre de camions sur les routes, en fait, est impossible parce que la capacité des infrastructures est plus possible. Alors, il y a tout un tas de recherches et développements pour essayer de développer des camions encore plus gros, peut-être encore plus hauts, pour pouvoir, dans le même espace, transporter plus de marchandises. Mais ça a quand même une limite finie à un moment donné. Enfin, on peut pousser encore un peu les capacités, mais il y a quand même une limite. Et donc, le patronat sait qu'il a besoin de l'ensemble des modes de transport et notamment du mode ferroviaire. Le problème, c'est que dans le même temps, on développe la libéralisation du transport ferroviaire, donc sa privatisation. Et l'une des caractéristiques du transport ferroviaire, c'est qu'il faut énormément d'investissements pour développer un trafic. Parce qu'il faut acheter un train, il faut acheter des wagons, il faut construire, il faut avoir une infrastructure. Bon, je passe tous les détails, mais enfin, c'est un mode très capitalistique. Un gros travail de maintenance, bien sûr. Voilà, de maintenance, beaucoup de frais d'infrastructure, etc. etc. Et la problématique de la libéralisation et du libre marché, c'est que le marché recherche le profit immédiat, et donc l'investissement lourd du ferroviaire qui sera rentable à moyen terme, ça ne l'intéresse pas. Donc petit à petit, le transport marchandise se casse la gueule, et on était donc à 50 milliards de tonnes kilomètres transportés en 2000, on est à 33 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a baissé d'un tiers, et on continue à baisser. Parce que les investisseurs préfèrent aller sur la route, parce que par contre, là, la route est immédiatement rentable. Donc, ils ont besoin de passer sur d'autres modes de transport que la route, mais en même temps, ils le freinent. Le choix. Voilà, ils le freinent et ils continuent à privilégier la route. Et ils savent très bien qu'ils arrivent sur un butoir. D'où le fait que l'État, aujourd'hui, comme une espèce de palliatif temporaire, se met à mettre de l'argent sur le développement des compagnies privées ferroviaires pour essayer de les encourager à développer les transports, malgré le fait que ce n'est pas immédiatement rentable, et pour que ça devienne immédiatement rentable. Et ça, je trouve que c'est une contradiction du système, parce que et c'est un peu ça, c'est que... je suis content que tu lâches le mot, parce qu'on est en plein dans les contradictions internes. Là. Voilà, et je trouve qu'on n'est plus dans le développement des forces productives, dans le sens où, en fait, même pour développer le capitalisme, il faudrait développer des modes de transport alternatifs pour pouvoir tout transporter. Or, le capitalisme détruit est incapable de développer les autres modes de transport dans les conditions de rentabilité. Excellente analyse, Laurent, ça me fait plaisir, parce que quand je pense que quand j'avais 20 ans, les trains français étaient considérés comme il n'y avait pas d'équivalent dans le monde, en qualité, en performance, en rapport qualité-prix, tout ce qu'on veut, et que je ne parle même pas de la SNCF, je parle même des trains ici, des véhicules. Et quand on voit que maintenant la Chine a dépassé le TGV en performance, ça me fait mal au cœur quelque part.
Ça veut dire qu'il s'est passé ce que tu viens très bien de montrer, c'est qu'il y a un seuil où le capitalisme préfère freiner le développement des forces productives. Comme tu as très bien dit, il y a une contradiction entre le long terme et le court terme. Il veut se sucrer à très court terme, alors que, et c'est pour ça que c'est un très bon exemple, le chemin de fer. Ce qui s'est passé sous Napoléon III, quand on a couvert la France d'un réseau de chemin de fer sans équivalent, aucun directeur financier aujourd'hui ne prendrait le risque de le faire. Il y a une grève, moi qui suis pour les grèves, il y en a une que je condamne, la plus monstrueuse et qu'on ne condamne jamais, c'est la grève capitalistique de l'investissement. De l'investissement dans ce qui est utile à la collectivité, bien sûr. Si, on le condamne. Pardon? Si, on le condamne, on le dit. Et nous en tant que communistes, mais pas la. Oui, bah, nous, vous et moi, bien sûr. Mais dans le discours dominant, jamais on entend protester contre cette grève-là. Il y a une grève de l'investissement. Moi, je vois bien, ils préfèrent mettre ça dans la finance. La finance, ce n'est pas une création de richesse, c'est collectif. C'est une richesse qui était là et je la transporte ailleurs. Mais je n'ai pas produit. Mais voilà, exactement. Alors, juste une petite observation, c'est Laurent qui m'y a fait penser. Il y a aussi la question du transport fluvial. Hein. Alors, je connais un petit peu parce que non pas que j'y ai travaillé, mais j'étais responsable d'une association pour le développement économique ça sent l'Oise. Ça sent l'Oise. Ouais, c'est l'Oise. Ben oui, voilà, j'étais responsable d'une association que j'avais créée qui s'appelait l'Adéroise et qui a milité pour le canal Seine-Nord. Voilà. Nous avons milité pour le canal Seine-Nord et malheureusement, nous n'avons pas été compris, nous avons même été attaqués par les écologistes. Alors, c'était un comble quand même. C'est pas moi qui l'ai dit cette fois, ça me rassure, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, non, mais c'est parce que quand même, on faisait la démonstration qu'en tant qu'impact carbone, il y avait beaucoup moins de problèmes que si on doublait l'A1, l'autoroute A1 qui est l'autoroute la plus fréquentée en termes de camions. Hein. Alors, évidemment, le transport fluvial a un petit inconvénient, c'est qu'il est très lent. Hein. Donc, tu peux transporter des pondéreux, mais tu ne vas pas transporter des fleurs ou autre chose. Oui. Je veux dire, tu vois, c'est très efficace pour les minerais. Voilà, mais n'empêche que c'est aussi un moyen peut-être de transporter certaines marchandises qui pourraient être intéressants. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va en être là, parce que c'est le serpent de mer, hein, le canal Seine-Nord, c'est le truc. Oui, il n'y a pas que lui, hein, tu te rappelles que Marie-France. Et en plus, il pouvait y avoir une complémentarité avec le train. Hein. Donc, tout ça, c'est quand même des questions qui sont passionnantes. Hein. De toute façon, aujourd'hui, en termes de transport, le seul transport que le système développe, c'est la route. Hein. C'est clair. C'est le transport capitaliste par excellence. Mais je pense que dans le domaine énergétique, on est dans les mêmes contradictions parce qu'il faut de plus en plus d'énergie pour la production. Or, ce qui est en train d'être développé, ce n'est pas les modes massifs de production d'énergie, c'est les modes intermittents, hein, soi-disant écologiques, mais qui ne le sont quand même pas trop, notamment le solaire avec l'industrie du silicium et puis l'éolien. L'éolien avec les alliages et compagnie. Mais ça, c'est des modes intermittents qui ne peuvent pas produire des quantités d'énergie nécessaires au développement économique. Et donc, je pense que là aussi, il y a un paradoxe sur le fait que pour développer des grosses sources de production, il faut de l'investissement, de la vision long terme, et pas de la rentabilité court terme. Or, la rentabilité court terme, effectivement, on pose un panneau solaire, surtout quand il est très subventionné, tout de suite il produit, il va produire pour 5 ou 6 ans, et puis ensuite on le change. Ça, effectivement, dans le cycle capitaliste, ça peut passer. Mais ça ne répond pas aux besoins. Et je pense que c'est aussi une contradiction. C'est-à-dire que moi, je vois de plus en plus dans le système, effectivement, des limites qui craquent. Je pense que l'une des dernières qui nous était annoncée, et que d'ailleurs on est étonné que des instances internationales en parlent, c'est l'OMS qui dit que si la propriété intellectuelle du vaccin contre le Covid n'est pas partagée dans le monde pour que justement ce ne soit pas un obstacle à la diffusion du vaccin, alors très bon exemple. La pandémie va se développer pendant des années et des années. Ça, c'est une démonstration que le système, aujourd'hui, bloque des réponses qui deviennent vitales, quoi.
Alors, on n'en est peut-être pas encore à la paralysie complète, mais enfin… Non, mais je saute sur ton dernier exemple, là, Laurent, parce que celui du Covid, c'est quand même incroyable. Ça fait 20 minutes que chacune de nous quatre, illustre toute la thématique du texte de Marx qui consiste à montrer que la contradiction essentielle est celle des forces productives et des rapports de production en temps de crise. Et toi, tu as dit le mot contradiction peut-être 10 fois en 5 minutes, là, comme par hasard. Or, une des plus scandaleuses, c'est celle-là. Comment un truc à ce point d'intérêt public que la santé de toute une population, et pas seulement même ni locale ni nationale, mais mondiale, comment se fait-il qu'on l'abandonne à des intérêts privés? Déjà, la disproportion est gigantesque. Déjà, n'est-ce pas? Et non pas une agence de santé transnationale et collective. Donc, j'ai beaucoup aimé ta distinction de la nationalisation et de l'appropriation collective, parce que c'est un très gros enjeu. Parce que normalement, en tant que communiste, on devrait défendre les nationalisations et le secteur public. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'État, le vrai État, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire la volonté générale, le secteur public, a été cassé au profit d'un monstrueux appareil d'État qui est au service du privé. Et ça aussi, c'est un grand secret qu'on ne dit jamais. Enfin, un grand secret, il n'y a qu'à se pencher pour le voir. Nous sommes dirigés par le plus monstrueux appareil d'État de tous les temps, caméra de surveillance, satellite, tout ce que tu veux, mais lequel est au service du contraire du public, c'est-à-dire du privé. Et entre les deux, on a concassé l'intérêt général. Et l'exemple du Covid est effrayant. Et là, je le dis pour Véronique qui a et je la comprends, des tentatives parfois de découragement devant la toute-puissance du capitalisme. Il ne faut pas baisser les bras maintenant parce que plus que jamais, des contradictions apparaissent. Et je connais des gens qui étaient à fond derrière les mesures, les gestes barrières, etc., qui étaient terrorisés par le discours ambiant, qui marchaient à fond avec l'exploitation médiatique et politique, je le rappelle, de la pandémie, et qui maintenant disent ça commence à bien faire. Je vois que les forêts sont désertes et que les métros sont pleins. Il y a un truc qui ne va pas là. Et ça, il y a de plus en plus de gens, c'est là que Laurent a raison, et Jean-Paul, il y a une contradiction que les gens voient bien. Parce que ce n'est pas tellement notre santé qui les préoccupe, quelque part. Voilà. Pour revenir aux médicaments, ça fait quand même assez longtemps que le problème existe de la privatisation de la production. Bien sûr. Parce que par exemple, les médicaments contre l'hépatite, pour soigner l'hépatite, c'est un médicament qui peut coûter des prix très différents suivant le pays dans lequel il est. Ça va de centaines de milliers d'euros à quelques euros. Mais sur cette question… Oui, mais le paradoxe, si je peux me permettre, le paradoxe là-dessus, c'est que tant que ça reste des maladies individuelles, ça ne pose pas de problème au système qu'il y ait des gens qui meurent. C'est-à-dire quelqu'un qui va mourir de son cancer parce que le traitement chez lui, c'est 30 000 $, alors que dans le pays d'à côté, c'est 2 000, ça ne pose pas de problème au système. C'est un individu qui meurt. Le problème d'un virus, c'est que le fait que le voisin ait le virus te menace, toi, directement. Oui. Et donc, comment dirais-je, même les capitalistes sont menacés par le fait que le virus continue de circuler. Vous connaissez la nouvelle du jour. Macron vient d'annoncer qu'il l'a. Voilà. Bon, voilà. Mais donc c'est ça la contradiction, parce que le médicament, malheureusement, effectivement, l'Africain qui va mourir dans son coin ou le prolétaire qui va mourir dans sa baraque, quelque part, effectivement, Liliane Bettencourt, je pense qu'elle de dormir. Voilà, Liliane Bettencourt, elle est morte. Quand même, Oui. Mais une petite observation, c'est qu'il existe quand même dans le monde, même si son influence est très réduite, un pays qui s'appelle Cuba, par exemple, même la Chine a dit que, en ce qui concerne le brevet du vaccin, je pense qu'elle va faire en sorte que le vaccin soit universel, c'est-à-dire qu'il puisse être utilisé par tous les États qui le souhaiteront. Mais il y a aussi Cuba qui joue un rôle très important sur le fait que d'après les informations que j'ai, maintenant, il me semble que c'est vérifié. C'est validé par l'ONU. Voilà. C'est validé par l'ONU, je ne le savais pas, tu vois. Mais que effectivement, les médicaments qui sont produits par Cuba, ce ne sont pas des marchandises capitalistes, quoi. On les produit pour
la santé des gens, mais Tout à pour fait. leur valeur d'usage et pas pour leur valeur marchande. Pour leur valeur d'échange, voilà. Leur valeur d'échange. Voilà. On est bien d'accord. Donc ça, vive le socialisme, hein, quand même. De toute façon, le traitement de la pandémie par la Chine, alors il n'y a pas que des pays socialistes qui ont plutôt mieux réussi, mais Oui, quand même, les puisque pays, la Corée du Sud aussi a bien joué. voilà, la Nouvelle-Zélande aussi, pas trop mal. Tout à fait. Même si quand même les pays socialistes sont à la pointe sur ce sujet-là, moi je pense que la différence entre les deux, c'est qu'en Chine, ils ne se sont pas posé de questions. Ils se sont dit on peut le faire, donc on le fait. Par exemple, ils ont réuni une dizaine d'universités chinoises pour dire les tests antigéniques dans lesquels on se met le tube dans le nez, là, c'est trop complexe, il faut un geste médical, etc. Donc on ne peut pas le développer à grande échelle. Il nous faut un test salivaire. En mars, ils avaient le test salivaire. Nous, en France, on commence juste à le mettre en place. On commence juste à le faire homologuer par l'ANSM. Ça s'appelle une volonté politique. Hein. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on a les moyens matériels, le test salivaire, on peut le faire partout. N'importe qui peut tester dans la rue et en une demi-heure, vous avez le résultat. Et donc, vous pouvez identifier tout de suite les gens à le faire. Voilà. Oui, parce qu'en plus, c'est pas, on va dire ça, c'est pas gênant. Du coup, vous pouvez le faire très, très massivement. Vous pouvez identifier tous les malades, les cantonner, eux, chez eux pour pas qu'ils contaminent tout le monde. Et en fait, l'épidémie est étouffée. Les foyers de contamination sont étouffés petit à petit. Et en France, on voit bien qu'on n'est pas du tout là-dedans. On n'a pas voulu réquisitionner d'usines pour les masques. On n'a pas voulu réorganiser le système de médecine générale libérale pour déployer les médecins un peu partout. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas voulu faire, justement, parce qu'on n'a pas voulu bouleverser l'ordre établi d'une certaine manière. C'est ça. On continue sur le texte, Oui. Dominique? Oui, tout à fait. Alors, attends, il faut que je reprenne… Et puis, on va se dire peut-être que, je ne sais pas, moi j'ai du temps, mais peut-être tout le monde ne l'a pas. Moi, j'ai un rendez-vous téléphonique avec ma fille pour organiser le réveillon. Voilà, mais, donc on va de toute façon, moi, je suis prêt à continuer la lecture du texte la prochaine fois. Voilà, il n'y a pas de souci. On peut refaire une nouvelle session et on continuera. C'est un texte parce que moi, je ne veux pas vous retenir, les amis. C'est pas… Ça peut nous permettre de réfléchir, y compris. Voilà, ça nous permet… aux questions. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je propose qu'on le remette à une deuxième session parce voilà, que je vois… on fait comme ça. Sinon, je me fais engueuler par ma fille. Je dis ça parce que toi, tu vas parler avec ta fille et puis moi, j'ai mon épouse et ma fille là qui ont peut-être aussi envie de me voir un petit peu. Bon, tu vois, comme quoi, il n'y a pas que les Corses qui sont sexistes. Hein. Voilà. Alors, ceci étant, je trouve qu'effectivement, c'est une très bonne expérience. Moi, j'avais vécu ça déjà dans le Rhône. Il y a un collectif qui s'était monté avec des communistes il y a une dizaine d'années qui s'appelait le collectif Utopie et on avait lu Que faire de Lénine. Ah, super. C'est bien ça. C'est aussi un texte très, très intéressant. Très grand texte. C'était où dans le Rhône? À Vénissieux. À Vénissieux, ben oui, d'accord. Oh, bah oui, Vénissieux. Bah oui, Vénissieux. Ah ouais, non, mais c'est un bastion, Vénissieux. Vous êtes au courant, Véronique, je ne sais pas si tu as suivi, mais je pense que Dominique et Laurent sont au courant. Il y a eu dernièrement un débat enregistré, d'ailleurs, qu'on peut voir sur Facebook. Sur mon mur, je l'ai mis. Sur les quartiers populaires. Sur les quartiers populaires, débat organisé par les communistes de Vénissieux. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce débat parce qu'il y a eu pas mal de camarades qui sont intervenus avec des expériences intéressantes. Et puis, je pense que c'est une question quand même fondamentale aujourd'hui, vu ce que vivent les gens des quartiers populaires. Et à Albi, on a des quartiers populaires, hein, Véronique? On a un quartier qui s'appelle Cantepeau, qui est le 5e quartier politique de la ville. Voilà. C'est le quartier plus pauvre de France. Voilà, on a Cantepeau et puis on a d'autres quartiers aussi populaires, mais Cantepeau, c'est le principal, effectivement. Et pour en revenir à Vénissieux, ils ont un bon médium, c'est le Vénitien. Le Vénitien. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, c'est une section qui a toujours essayé de rechercher des moyens de développer les choses, les idées et la pratique. Très bien. Écoutez, les amis, en tous les cas, on va s'arrêter là. On verra ensuite, pour se fixer peut-être une date après les fêtes. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. J'interroge Dominique parce que c'est… Oui, c'est raisonnable.
il est beaucoup plus artisan que moi dans l'affaire, hein, puisque il apporte toutes ses connaissances et son Moi, savoir. je dis merci à tout le monde et merci à ton initiative. Hein. Merci. Voilà, donc on remettrait ça peut-être en janvier. Je verrai avec Dominique. Et puis après, si vous pouvez faire des petits autour de vous, ça serait pas mal. Moi, j'avais reçu une quinzaine de promesses. Bon, j'allais te poser la question. J'avais peur que tu penses qu'on je comprends pas, qu'on parce soit qu'en trop général, nombreux. je pense que sur Zoom, quand les gens se cliquent sur le lien, normalement, automatiquement, j'ai moi qui est invité, j'ai une information comme quoi ils se connectent, hein, n'est-ce pas? Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème de ce côté-là, puisque vous l'avez fait et que je vous ai vu. Donc, Mais pour Albi, je me dis que c'est peut-être, excuse-moi, oui. c'est peut-être l'action au Grand Théâtre qui fait que… Oui, il y a par exemple, et je dois les excuser, il y a Roland Foissac. Oui, il était là-bas. Qui s'est excusé. Puis il y a aussi Sandrine, la secrétaire de section. Hein. Oui, puis vous savez quoi, il y a le couvre-feu aussi. Le couvre-feu qui fait que les gens se disent, si on commence à 5 heures, on a commencé à 5 heures là. À 8 heures, tout va fermer. Pardon, oui. Je n'ai qu'une heure pour faire les courses, tu vois, il y a un truc qui va pas là. C'est vrai, j'avais oublié ça, oui. À la veille de Noël. Mais moi qui suis un affreux macho, j'ai pas eu ce problème-là puisque c'est ma femme qui est allée faire les courses. Oui, puis après, voilà. Il y a peut-être aussi Véronique, tu vois, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai entendu. Il y a peut-être aussi la problématique du fait qu'on n'a plus la culture de ce genre de travaux et qu'on n'ose plus dire quand on ne sait pas. Moi, j'ai vécu une petite formation à la JC quand j'avais 20 ans. J'ai fait ces travaux du collectif Utopie, mais en termes de formation idéologique, j'ai quasiment rien eu. Et donc, c'est difficile de se dire je vais me confronter peut-être avec des gens qui ont beaucoup plus de ça que moi, je vais passer pour un couillon, etc. Bon, et donc, cette culture-là, il faut effectivement la redévelopper. Hein. Et donc, il y a peut-être des gens qui ont eu la trouille aussi, tout bêtement. Si ça peut te conforter, enfin, Laurent, si ça peut vous conforter en général, c'est que je suis frappé, moi, qui passe ma vie, je suis pas un créatif, j'ai dit à Jean-Paul, moi je suis un mec qui est de la transmission plutôt que de la création, je transmets ce que j'ai eu la chance de recevoir. Hein. Et ben, je suis frappé de voir jamais, est-ce un effet de la crise du capital, j'ai vu autant de demandes de formation dans ce sens-là, ce qui, tu as raison, n'était plus à la mode depuis plus d'une génération. D'accord ? Alors, regardez les camarades, regardez. C'est mon École centrale 1979. Ça, c'est une relique. Regardez. Ça, voilà. Et ça, j'ai toutes mes notes. Quand tu as eu la chance de faire ça, hein ? Regardez. J'ai bossé comme un malade avec d'autres camarades pendant 1 mois. L'école centrale du parti. Eh ben, j'en garde un souvenir impérissable. Tous ceux qui l'ont fait, moi, sont marqués d'une manière inoubliable. C'est marrant. Hein. Ça, c'est très important. C'est ce que je disais à la JC. Hein. Moi, j'ai fait un stage avec la JC quand j'avais 17 ans. On n'a fait qu'une semaine à Draveil avant que le centre soit vendu. Ouais, Draveil. Draveil. Une semaine, on a fait de la philosophie, de l'économie, de l'histoire. Alors, évidemment, on faisait beaucoup la bringue et tout ça, on était jeunes. Hein. Bon, j'ai peut-être pas forcément tout retenu. Mais le bonheur est une idée neuve en Europe. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu de cette époque-là, ça m'a servi toute ma vie militante. Et c'est pour ça que je regrette un peu de ne pas avoir fait d'autres formations, parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Bien, écoute, donc, Laurent, merci beaucoup en tous les cas. Dominique, Véronique, merci. Est-ce que vous voyez un inconvénient? Parce que j'ai lancé un enregistrement, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est vraiment artisanal. Hein. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que je puisse utiliser éventuellement cet enregistrement ou des extraits? Je vais voir ce que je peux faire. Aucun problème pour moi. Pour inciter les gens à venir, quoi, les camarades. Aucun problème pour moi. Oui, moi, je suis d'accord aussi. Qu'est-ce que tu dis, Véronique? Je dis que je suis d'accord. Ah, ben c'est super, si tout le monde est d'accord. Alors, je vais essayer de produire quelque chose qui soit peut-être pas aussi long. Je vais voir mais pour inciter, en tous les cas, un petit extrait pour inciter nos amis et nos camarades à participer à ce genre d'initiative. Voilà. Ça marche. En tous les cas, je serais très content, en tous les cas, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas albigeois, hein, Véronique, mais même toi, Véronique, puisque moi, je suis un nouveau camarade à Albi, eh bien, qu'un jour, vous passiez à la maison et qu'on se fasse une petite bouffe
occitane. Et oui, Hein ça sera passé. Ah, Jean-Paul, Ça, je le couperai dans l'enregistrement parce que sinon tout le monde va tu es venir. malhonnête à la fin parce que tu me donnes une envie là tout d'un coup, tu vois. Ah oui, mais ça, de toute façon, toi, ce qu'il va falloir que je fasse un jour, c'est que je vais aller te chercher, Dominique. Comme ils ont fait les copains, si j'ai bien compris. Mais Tu tu as des en copains Corse, qui oui, sont c'est allés te vrai. chercher pour t'emmener en Corse. Hein. Absolument, oui. Ouais, c'est magnifique ça. Super. Allez, bonne soirée les amis. À bientôt. Bonne soirée et Au revoir, merci camarades. merci à tout le monde. Bonsoir Au Véronique, revoir, merci bonsoir beaucoup. Laurent. Merci à toi Ciao. Jean-Paul. Ciao, ciao.